RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. Quelle semaine folle encore on a eu cette semaine. Incroyable. Les sujets n'arrêtent pas de nous décourager. Je pense que ça va faire du bien qu'on soit en week-end et qu'on décroche un peu. J'espère que vous allez le faire ce week-end. Mon nom est Jeff Fillion sur Radio Pirate Live. On vient de finir un Prime avec un paquet de choses, entre autres notre chum Carlos de Punisher avec qui on était et Dennis in the Jet. Si ça vous tente de vous joindre à nous autres sur Radio Pirate Prime, que vous êtes plutôt que vous êtes un pirate. J'aime pas ça dire cheap. On dirait que c'est pas ça que vous êtes vraiment. Mais si vous voulez changer de statut, vous allez sur radiopirate.com et vous inscrivez. Le premier mois est gratuit, donc peut-être pendant le temps des fêtes, vous allez pouvoir vous payer un paquet de podcasts qui vont remplir vos longues journées. Si vous faites un paquet d'activités, vous pouvez avoir des petits écouteurs, puis vous avez besoin de passer du temps. On a du stock en masse pour vous autres. Vous avez un mois gratuit. Vous aimez, vous continuez. Et sinon, vous terminez après le mois et c'est pas pire que ça. Donc, allez sur radiopirate.com. Vous savez que vous pouvez écouter tout ce que vous avez besoin sur les applications que vous aimez telles que Spotify et Apple Balado ou Apple Podcast si votre téléphone est en anglais. Pas de niaisage, parce qu'on a beaucoup de choses à jaser. D'abord, je sais que je l'ai peut-être souligné cette semaine pour les gens qui sont sur Prime. Et j'ai peut-être jamais dit, mais je tiens à saluer Pat Laliberté qui fait toujours des bons résumés à chaque jour quand on se réveille. Pat Laliberté sur X fait de bonnes trouvailles et les interprète à sa manière. Donc, c'est la beauté de X, un paquet de gens qui nous fournissent de l'info, souvent qu'on voit, mais qu'on ne voit pas du même angle, etc. Donc, toujours apprécié de voir que de plus en plus de gens participent à ce genre du renouveau journalistique, je pourrais dire, où Monsieur Tout-le-Monde devient un peu journaliste et même commentateur à l'occasion. Donc, beaucoup de choses à jaser. Commençons par quoi? Commençons par... Attends, je veux rendre hommage, parce que ça n'arrive pas souvent qu'un politicos a le courage de défendre les contribuables. En fait, au Québec, on sait que ça arrive 0, 0, 0. Donc, quand vous avez, mettons, un politicien sur la scène provinciale, eh bien, ce politicien-là, souvent, peu importe son parti, va vous décevoir. Il vous a déçu avant la COVID, il vous a énormément déçu pendant la COVID. Ces gens-là se sont cachés et ces gens-là n'ont zéro représenté le monde ordinaire pendant ces... Et c'est comme ça encore aujourd'hui avec le coût de la vie et toutes les folies que ces politiciens-là nous font endurer depuis des années et des années. Donc, quand il y en a un qui sort du lot et qui ose défendre les citoyens et les payeurs de taxes, il faut le saluer. Qui est-il? C'est un conseiller municipal de Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Donc, Saint-Jean-sur-le-Richelieu qui a une explosion démographique, donc en banlieue, vraiment en banlieue de Montréal, mais qui, le débordement de Montréal se fait jusque-là. Et donc, ils ont des choses à gérer, ils ont des... oui, on a l'inflation, etc., mais là, il y a des hausses de budget, des hausses de dépenses, des hausses d'endettement, des hausses de taxes. Et pour une fois, on a un politicien. Ça arrive pas bien, là. J'en ai vu une coupe à Chicoutimi cette semaine, dont, entre autres, mon vieux bodé Serge Gaudreau, ancien propriétaire du Banco Bar, qui est maintenant conseiller municipal, qui a voté contre le budget de la ville de Chicoutimi, ville de Saguenay. On n'aime pas dire Saguenay. Dans notre tête, ce sera toujours Chicoutimi, mais en tout cas, anyway, ça, c'est un autre sujet. Mais il n'y en a pas une tonne. Il n'y en a pas une tonne qui se lève pour défendre le contribuable. Donc, quand ça arrive, il faut rendre un hommage à ces gens-là. Et on écoute le conseiller municipal de Saint-Jean-sur-le-Richelieu. C'est un peu long. Mais écoutez, il mérite toute l'attention qu'il peut avoir, tout ce qu'on peut lui donner. Je sais que le vidéo est sur TikTok, je sais que ça se promène sur à peu près tous les réseaux sociaux, mais je tiens à vous le faire entendre pour ceux qui ne l'ont pas entendu parce que c'est très, très, très rare. Et si on donne, je dirais, on donne la scène, on donne de l'espace à ces gens-là, peut-être que ça va motiver d'autres élus à prendre leur courage entre leurs mains et à dénoncer tout ce qui se passe en ce moment, parce qu'il y en a très, très, très peu. Donc, rendons hommage au conseiller municipal de Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Donc, André Bouchard, je ne sais pas si elle est la mairesse, mais allons voir. Vous expliquer pourquoi vous voulez demander le vote pourquoi vous êtes contre le budget? Bien sûr. Merci.
Alors, je demande le vote parce que je trouve ça irresponsable d'augmenter les taxes de cette ampleur-là. La ville de Lévis est un exemple de bonne gestion. Les élus de la ville ont préféré baisser leurs ambitions du développement en cette période d'incertitude. Notre ville doit se concentrer sur l'essentiel. Tout le monde se serre la ceinture, mais pas à Saint-Jean. Vous augmentez les taxes comme jamais. Vous augmentez les dépenses. Vous augmentez la fonction publique. Vous augmentez la dette. En augmentant autant les taxes, en augmentant de 50 les frais de piscine, etc., ça va contribuer à créer des difficultés financières pour de nombreuses familles. Le 1er janvier 2023, nous avions un compte de taxes sur 10 en souffrance. C'est épouvantable. Ça va être pire cette année. C'est une très dure nouvelle que les citoyens devront encaisser juste avant le temps des fêtes. En augmentant les dépenses, vous oubliez une chose. Vous refilez la facture aux citoyens. On parle d'une facture de 478 millions en projet pour les 3 prochaines années, dont 153 millions pour l'année prochaine. Comme par exemple une passerelle au coût de 35 millions ou de 50 millions. Une nouvelle aréna pour une équipe de hockey d'environ 70 millions. Un palais des congrès, etc. Le déneigement à droite qui nous coûte 3 millions de plus. Un festival des montgolfières déficitaire qui nous coûte des millions, dont 2 millions à la dernière séance. Écoutez bien ça. On parle d'une hausse de 88 % des dépenses par rapport au dernier PTI de 2023-2025. Ça représente 254 millions de plus. Puis à qui vous allez refiler la facture? Bien, aux citoyens. Pour moi, c'est ça se servir dans le plat de bonbons. C'est bar open. Moi, ce que je dis, c'est qu'en tant qu'élu, on a une responsabilité financière. Puis le citoyen, il a une capacité de payer. Vous prétextez, si vous coupez dans les taxes, vous allez devoir couper dans les services. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut couper dans les dépenses. C'est différent. Être un gestionnaire responsable, pour moi, c'est de payer ses dettes comme tout le monde. Si tu es responsable de faire grossir la dette sur le dos des citoyens. La dette était de 213 millions le 1er janvier 2023. Puis écoutez bien ceci, on va finir l'année avec une dette de 230 millions. Wow. À titre d'exemple, juste en intérêt, ça va nous coûter plus de 15 millions juste cette année en intérêt. Moi, je me préoccupe beaucoup de la situation financière de mes citoyens, puis je sais que votre budget va leur faire mal en cette période difficile. Il y a plein d'itinérance, les logements sont trop chers, puis ils vont encore augmenter. Puis je constate que le budget il est insensible aux besoins de mes citoyens. C'est sans doute le pire cadeau qu'on pouvait vous faire. Je le répète encore une fois. En terminant, je crois qu'il faut gérer la ville en bon père de famille. Et si la famille se serre la ceinture, bien la ville de Saint-Jean aussi, elle doit le faire. Merci. Merci beaucoup, M. Roy. Ouais, voilà. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui est le plus grave de ça? D'abord, je veux saluer ce gars-là. Je pense que son nom, c'est, attention, je l'ai quelque part, c'est François Roy, donc conseiller municipal indépendant du district numéro 10 de Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Donc, il faut saluer M. Roy qui a le courage. C'est très, très rare. On va dire des milliers, parce qu'avec toutes les villes, des milliers de politiciens à travers le Québec. C'est exceptionnel au point où on vous le fait entendre en entier. Comme c'est le genre de choses qui n'arrivent pas souvent, donc on n'a pas le choix de le faire. Parce qu'il faut essayer de motiver les autres qui ont le goût de le faire, mais qui manquent de courage, qui manquent de guts, pour essayer de défendre des principes assez de base. C'est les principes pourquoi ces gens-là devraient... c'est pourquoi ces gens-là sont là, en fait. Ils sont là pour représenter les citoyens. Ils sont non pas là pour être au service de la machine. Le pire, c'est que les gens de Saint-Jean-sur-le-Richelieu vont carrément vivre pareil, tout ce qu'il nous a annoncé. Parce qu'il a osé le dire, mais personne à ce conseil de ville-là va suivre. Une fois la déclaration terminée, le micro s'est fermé. Et le cirque a continué.
et l'endettement des gens continue. Et la machine est en train de vous bouffer de plus en plus. C'est incroyable, pareil. Incroyable, incroyable. Ça me rappelle, on a passé jaser cette semaine. Notre ami Régent Tremblay, qui est dans une... Moi, je pense que Régent, au-delà du fait qu'on parle ensemble ici, je parle de son écrit. Il n'a jamais été comme ça. Depuis, on dirait qu'il est tombé dans une piscine de jouvence. Reg est complètement en feu. Tellement dommage qu'il ne soit pas assez lu, parce que les gens avec qui il fait affaire, c'est pas lui qui le dit, c'est moi qui le dis, n'ont pas l'air à prendre au sérieux ce que Régent fait en ce moment. Donc, si Régent était sur une tribune un peu plus sérieuse, peut-être qu'on verrait ses textes un peu plus, mais je vous invite pareil à essayer de trouver le texte de Reg sur le site de BPM Sport ou encore peut-être sur Twitter quelque part. Je sais que c'est peut-être pas aussi évident qu'on aimerait, mais il faut que ce texte-là soit lu parce que Régent parle de ce qui nous arrive. Et c'est le genre de discussion que, bon quoi, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois par année, je mange avec Régent et Julie avec ma blonde. Puis c'est inévitable. Ce sujet-là arrive. Ce sujet-là arrive à quasiment tous les soupers. Régent a un amour profond pour le Québec et je pense qu'on a tous un peu d'espoir en dedans de nous qu'on est capable de faire mieux. Puis Reg, avec sa plume extraordinaire, capable de résumer en peu de mots ce qui se passe actuellement. Mais ce qu'on sent surtout, c'est de voir Régent qui est carrément triste de voir ce qui nous arrive. Vraiment, vraiment, vraiment triste. Et il nous parle il nous parle de la grosse époque. Et, tu sais, je suis un peu plus jeune que Régent, mais je sais exactement de quoi on parle. Il commence par probablement tout ce qu'on a entendu quand on était plus jeune. Donc, les premiers barrages, l'électricité, les routes modernes qui ont été bâties, donc le tunnel Hippolyte-Lafontaine, les grandes autoroutes qui ont été faites, métropolitaine, des caries qui a été creusées, le métro qui a été fait en 4 ans, l'île Notre-Dame qui a été bâtie avec justement le reste des... Les expos étaient là, les expos étaient au Parc Jarry, ont été transportés plus tard au Stade olympique. Les expos nous ont fait vibrer avec une première run pour le championnat en 79, une autre un peu plus tard qui a mal fini à cause de toutes sortes d'histoires. Les Nordiques qui étaient là, qui faisaient vibrer le Québec, c'était... Si on avait les Nordiques et le Canadien en ce moment, peut-être que le Canadien serait meilleur et peut-être qu'on aurait d'autres sujets que de parler de François Legault. On serait peut-être un peu plus, je dirais, proportionné dans nos discussions. Tout ça on était bons. On a créé des grandes compagnies, Couche-Tard, le Cirque du Soleil. On avait des sièges sociaux, on avait un paquet d'affaires. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Qu'est-ce qui nous est arrivé depuis entre les années 60, les années 70, les années 80 où le Québec produisait beaucoup de shows de télévision, dont les émissions de Régent. Il y avait de la radio qui était vivante, qui était joyeuse. Il y avait de la musique même qui était québécoise, puis qu'on aimait, jeune, à travers Judas Priest, AC/DC et Van Halen. On poussait une tonne de Corbeau ou encore d'Offenbach. Les plus mollo y allaient avec un peu d'harmonium ou de Fiori Séguin, puis nos parents tripaient sur Beau Dommage. Aujourd'hui, peut-être les Cowboys fringants qu'on a appris, pour les gens qui les connaissaient moins depuis quelques semaines, on a appris à connaître le phénomène, mais à part les Cowboys fringants, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a à la TV qui vous fait vibrer tant que ça? Qu'est-ce qui vient nous toucher, comme les émissions de TV nous ont touchés dans les années 80? Puis peu importe la place où on le diffuse, c'est pas le but, pas de parler des postes de TV, mais de parler de la création en tant que telle. Qu'est-ce qui nous est arrivé entre les années 60, 70 et 80? Puis si vous écoutez le Prime d'aujourd'hui, on en parle justement avec Carlos the Punisher, avec Dennis in the Jet, avec Jerry, avec Mr. White. On parle de ça, comment... qu'est-ce qu'on est devenu, en fait? Comment ça se fait que... Eh bien, j'ai oublié de vous dire que ce qui est arrivé, c'est de moins en moins de liberté, de plus en plus de règles, de plus en plus d'interventions, Tout ce que nous vivons, c'est une présence qui est c'est une présence mur à mur des politicos, de la taxation, des règles, la fin du party, finalement. Donc, regardez Montréal aujourd'hui. Et rappelez-vous quand vous alliez à Montréal jeune. Rappelez-vous, moi, je me rappelle
les premières fois que j'étais à Montréal, libre avec ma voiture, aux alentours de 16-17 ans, ma première voiture, aller voir les amis qui étudiaient à Montréal, aller voir la F1 dans les années 80. Après, je donne souvent cet exemple-là. 85 peut-être? 85, peut-être 87. 87, Grand Prix de Formule 1 sur l'île. On s'en va de la qualif, on s'en va après ça voir Def Leppard au Forum. Le lendemain, c'est la course, etc. La ville est belle, la ville est vivante. Les gens sont sur le party. Le coût de la vie est le fun. On n'est pas riche. On a l'impression qu'on peut faire plein de choses. On a l'impression qu'on a tout l'avenir devant nous autres. Et là, en ce moment, on a comme le feeling que c'est moche, que tout est en train de dégrader. Comment, et le texte de Régent, il résume tout ça. Comment on a pu se rendre où on s'est rendu aujourd'hui? Ben, c'est un paquet de François Legault, un paquet de Justin Trudeau, un paquet de Marchand, de Valérie Plante, tout ce genre de socialistes communistes qu'on a mis là, non pas pour surveiller l'argent qu'on leur donne et bien la dépenser, mais ces gens-là se sont créés des lubies pour leurs propres désirs, leurs propres rêves. Et là, ben aujourd'hui, c'est mur à mur. Ce genre de citoyens impliqués en politique sont là tout partout. Et le seul but qu'ils ont, c'est d'aller vous chercher de plus en plus d'argent dans vos poches pour nous endetter de plus en plus. Mais, savez-vous quoi? Même s'ils vont dépenser des milliards et des milliards et des milliards et des milliards à chaque année, dans les villes, au Canada, au Québec, peu importe. Montréal, quand vous arrivez à Montréal, vous aurez honte. Vous n'aurez pas le feeling de 1985. Vous allez avoir honte quand vous allez arriver à Montréal. Quand vous allez arriver à Québec, vous allez dire « My God, il me semble que Québec a déjà été une ville vivante. La Grande Allée est fermée. Il se passe plus rien. Qu'est-ce qui est arrivé chez nous? » Mais se poser la question, ça peut être quasiment, je dirais, une étude sociologique qui pourrait durer pendant des mois de temps. Mais d'après moi, la conclusion va être assez simple. Omniprésence des fonds et du gouvernement dans nos vies, qui ont mis leur nez partout, qui décident quel genre de voiture vous devez conduire, quel genre de maison vous devez avoir, qui vont même essayer de vous faire la morale sur le fait que vous achetez de la viande. Regarde, c'est une gang de cinglés qui sont en train de nous gérer. Et sérieux, il y a un genre de shakeage. Mais il va arriver quand, ce shakeage-là? Jerry l'a dit, Jerry l'a expliqué cette semaine. Je ne sais pas s'il l'a fait sur le Prime, mais il l'a fait dans le Prime d'aujourd'hui avec nous. Dans les grandes périodes, quand ça va bien, la société produit des hommes faibles. Quand ça va mal, il émerge des hommes forts qui, eux, vont créer le bon. Une fois dans le bon, on va commencer à réveiller des woke et des endormis puis des pogneux, ceux qui se pognent le derrière à deux mains. C'est un cycle sans fin. Il faut juste savoir quand est-ce qu'on se sort de ce cycle-là, quand est-ce qu'on retrouve une place où il fait bon vivre, où on a l'impression qu'on peut s'amuser pour pas grand-chose, retrouver ce qu'on a déjà été. Qu'est-ce que ça va prendre? 1 an, 2 ans? Feeling comme ça. Je pense qu'on est rendu plus près de la fin que le début. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Mais on a encore du chemin à faire. Et quand quelqu'un fait une intervention comme ça, c'est pour ça qu'il faut lui donner un genre de thumbs up et le féliciter sur son intervention. Vraiment, je tiens à le répéter, c'est le gars de Saint-Jean-sur-le-Richelieu qui fait une job extraordinaire. Petit clin d'œil, vite. Avant de vous laisser, parce qu'on a du stock aujourd'hui, on a d'abord la boîte à pids avec Jerry, on va avoir la recette Fire Barn, c'est le chum PO qui vient faire un tour. On va parler avec PO des épiceries, puis de tout ce qui se jase cette semaine. J'ai vu que Éric Duhem essaie de brasser un genre de tête-à-tête, de discussion et comme il se passe partout ailleurs, un genre de débat entre personnes qui sont capables de jaser de sujets importants. On parle du prix de la bouffe. Beaucoup de gens souffrent de ça. Le PQ s'est mis 1 pied, 2 pieds, 3 pieds dans la bouche, en plus de fournir de l'information qui était inadéquate, en se servant, entre autres, d'un article du journal 24 heures, qui, lui, se servait de faux chiffres, repris par l'excellent Vincent Geloso. Donc, il y a un débat intéressant à faire. Malheureusement, il semble que le PQ ne veut pas débattre avec Éric Duhem. Pourtant, ce serait vraiment bon. Je ne suis pas certain que PSPP peut débattre pendant 1 heure avec Éric, mais ça aurait été quelque chose de bon. Puis, on aurait pu voir un peu de quel bois se chauffe le gars du PQ qui est monté très, très vite, même un peu trop vite, dans les sondages. Mais juste avant
d'aller... puis on aura aussi Alec, le Pirate Geek, en passant. Donc, on a un gros Radio Pirate Prime. Le Pirate Geek va nous parler de Big Brother. Donc, quand on était plus jeune, on avait la chienne le Big Brother is watching you. Je pense que c'était les premières phrases anglaises qu'on savait par cœur. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui nous surveillaient un peu partout. Eh bien là, si on se fie à Alec, c'est pas mal rendu là. Si on se fie à ce que nos téléphones voient quand on rentre dans des endroits, etc., les notifications qu'on reçoit. Donc, on en parle tantôt avec Alec, le Pirate Geek. Mais juste le petit clin d'œil que je veux faire. Une petite affaire vite. Je vois qu'avec la crise des hôpitaux et des virus en ce moment, il y a des gens qui réclament des campagnes de vaccination avec plus d'agressivité, le retour du masque, etc. Il y a des chroniqueurs dans le Journal de Québec qui le font sans gêne. Donc, cette nouvelle peur qui a été créée avec la COVID, qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, il faut quasiment s'isoler, il faut se mettre... Il y a un genre d'ennui de cette période-là. Elle réclame carrément à peu près les mêmes mesures que quand on était en COVID en raison de ce qui se passe en ce moment avec l'influenza, quelques virus respiratoires et également la COVID qui est là à travers. Seul conseil que je peux donner aux chroniqueurs et chroniqueuses dans ce cas-ci, allez au gym. Si vous êtes 50, 60, 70 livres overweight, je pense que le gym sera meilleur que le masque et qu'un vaccin pas mal douteux. Donc, si on veut que tout le monde soit en forme, il faut que notre société rapetisse. Il faut qu'on soit un peu plus mince qu'on est là actuellement. Si vous parlez avec les gens dans les hôpitaux, oui, il y a des périodes de pic avec des virus quelconques, mais une des choses qui fait le plus mal au système de santé, oui, le vieillissement de la population, mais également les gens qui sont de plus en plus gros, qui n'ont jamais été dans l'histoire probablement de l'ère moderne de l'humain. Donc, on est dans une passe, oui, mauvaise bouffe, moins d'activité, plus de travail au bureau, etc. On sait toutes les raisons, mais c'est le gros joueur dans les hôpitaux. Oui, il y a des pics. On le concède qu'il y a des pics avec des virus et tout, mais c'est lui, le killer, c'est l'embonpoint. Donc, si vous voulez en tout cas, empêcher un hôpital de déborder avant de faire des chroniques dans le journal, peut-être que vous avez à regarder dans votre propre cours. Mon nom est Jeff Fillion. On va se faire une pause vite, et on revient avec tout ce qu'on vous a dit. On vient avec la boîte à pids, on vient avec Alec, le Pirate Geek, et notre chum PO pour Fire Barnes et la recette. On se reparle après. Come on, boys! Pirate. Radiopirate.com. Jefffillion.com. Oui, bonjour. Je voudrais commander une pizza, s'il vous plaît. La boîte. Pizza. La boîte à pizza. Et voici Jerry de la boîte à pizza, la boîte bizarre. C'est ça, la boîte à pizza. On le dit à chaque semaine, mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme un genre de ramassis de patentes qui traînent. C'est ça, la boîte à pizza. Fait que c'est comme... C'est des leftovers. Voilà, c'est ça. Tu étires ta pâte, tu mets ta sauce, tu rouvres ton frigidaire, tout ce qui traîne, tu mets ça sur la pâte. Ça fait une pizza, des fois, un peu bizarre, mais quand même. Tu fais un ménage de frigidaire. À place de faire de la soupe, tu fais une pizza louche. C'est une drôle d'histoire. Je me promets, Jeff, d'écouter cette série-là. Je ne l'ai pas commencé. Je vous en parle, puis je n'ai pas commencé à l'écouter. Là. Mais parce qu'il y a une histoire spéciale. Spéciale? Oui, c'est une histoire spéciale, exactement. C'est la série Netflix qui est excessivement populaire en Europe. Même, je pense qu'elle est dans le top 1 là, dans les séries les plus écoutées en Europe. Puis ici, bien, tranquillement, pas vite, en Amérique, elle commence à monter là, dans les charts là, de Netflix. Le nom en français, c'est « Une famille presque normale ». Ouais, j'ai vu ça passer, je n'ai pas essayé. J'ai vu ça passer, une année. Ben, tu devrais l'essayer, je pense, parce que c'est en Europe, c'est comme c'est la grosse patente. Là. Tu sais, des fois, il y a des séries qui ne disent rien comme ça, mais à un moment donné, tu dis « Wow, OK, ça
ça a marché. Donc, An Early Normal Family, en anglais. Donc, c'est une série qui est basée sur un livre à succès. C'est un livre qui est sorti en 2018. C'est un écrivain suédois. C'est très suédois, là. Et on s'entend-tu que les Suédois, ils ont fait des affaires pas pires. Ils ont fait des séries télé pas pires. C'est Millennium, c'est suédois, là. Et on s'entend. Millennium, c'est un chef-d'œuvre. On en dit ce qu'on veut. Le livre, c'est un chef-d'œuvre. Puis la série qui a été faite, les films, c'est excellent, Millennium. Donc, c'est un livre à succès, c'est un best-seller suédois qui a été lancé en 2018. C'est un livre qui a été édité, je pense, dans 25-30 pays dans le monde. C'est vraiment un livre à succès. Donc là, ils ont décidé de faire une série sur ce livre-là. C'est quoi exactement? C'est un drame policier, ou plutôt un genre de thriller policier. Mais il y a une histoire capotée. C'est que l'actrice principale, la jeune, parce que l'histoire, en gros, c'est quoi? C'est une famille, justement, ça le dit, c'est une famille normale, une famille suédoise, de classe moyenne supérieure. Et là, il arrive un drame. Leur fille de 19 ans, la jeune qui est dans la maison, 19 ans, est accusée de meurtre. Donc, il y a une enquête, puis elle s'en va, faut qu'elle passe devant le tribunal. Là, j'en dirai pas plus. Je ne l'ai pas écouté, là, autrement dit, mais c'est ça l'histoire. Mais mon histoire, c'est que l'actrice... Est-ce que Carlos de Punisher a écouté la série? Salut, boys. Salut, Jerry. Hola. Yeah. Vive. Hein? J'ai une idée, c'est quoi? Je l'ai vu passer, je ne l'ai pas écouté. Par contre, dans mon histoire de producteur de film IMAX, j'avais 2 excellents clients en Suède. J'ai connu un peu... ils ont comme un fonds similaire au Québec de crédit d'impôt et tout ça. Puis il ne faut pas oublier que ABBA c'est les Suédois, le band ABBA. Oui. C'est comme le band ABBA que tout le côté entertainment, la Suède, c'est comme eux autres qui ont levé toute cette affaire-là. Là, OK? Parce que la Suède, c'est pas plus gros que le Québec. Il ne faut pas oublier ça. Puis point de vue entertainment, c'est des gens qui sont un petit peu à part. Hein, sont plus dans le nord, c'est à côté de la Norvège, puis tout ça. Fait qu'ils ont un fonds pour les aider dans l'entertainment, les films, la production. Puis en moyenne, qu'est-ce qu'ils font? C'est de la belle qualité. Fait que je suis pas surpris que tu m'annonces ça, là. Une fois par année, il y a toujours... Soit c'est de la musique, ou soit c'est un film ou une série télévisée. Ils sortent toujours quelque chose de très intéressant de la Suède. Puis c'est la beauté de Netflix, parce qu'ils nous amènent des affaires d'ailleurs. Oui. Il y a du bon stock, il y a du mauvais stock. Ça veut dire, moi, j'ai beaucoup aimé Undercover, qui est une série. Puis c'est toi, Carlos, qui me l'a suggéré, que moi, j'ai adoré. Puis ça veut dire, c'est flamand. Là. C'est-à-dire, ça se passe en Belgique puis en Hollande. Là, puis, c'est purement européen, mais c'est excellent. Là. Mais quand c'est fait ailleurs comme ça, on a l'impression aussi que Carlos va être capable de confirmer ça possiblement. C'est qu'il y a comme une approche différente des Européens par rapport à comment filmer, comment faire le scénario, comment si. On dirait que c'est comme... C'est différent un peu de ce que les Américains font. Voilà, c'est ça, c'est différent. Ben, la série avec Tom Cruise que j'adore, le dernier était moins bon, ils ne sont pas tous égaux. Là. Pourtant, le stunt était écœurant de base jump avec le motocross, tout ça, mais la série Mission Impossible sont tous tournés en Europe. Puis qu'est-ce que j'aime de Mission Impossible? C'est ça, c'est qu'on découvre des endroits... tu sais, à un moment donné, là, tout le temps le même décor, tout le temps la même action. Mettons, on prend les films Marvel, là. Ben, il y a du monde qui débunk l'action qu'il y a dans un Marvel de un qui a été repris en animation d'un autre de v'là 5 ans, qui ont changé 3-4 affaires. Ça vient tannant. Moi, j'aime voyager dans un film d'une série télévisée. J'adore ce que tu dis là. J'adore ce que Netflix fait. Comme tu dis, il y a un paquet de séries qu'on a parlé qui étaient européennes, là, puis qui est super bonne. Fada qui était écœurante. Puis, tu sais, il y en a plein. Plein. C'est ça que j'aime de Netflix. C'est qu'ils donnent des fonds dans, on va dire, là, admettons, des fonds, ils en ont donné au Canada, il y en a aux États-Unis, il y en a en Asie, il y en a en Europe, il y en a même dans le Middle East. Ils se promènent partout parce qu'ils sont rendus qu'ils ont tellement une belle clientèle d'abonnés et tout ça qu'ils sont capables de faire des fonds locaux. Puis quand ils voient que ça tire localement, il y a une décision qui se prend à
De le pousser partout, c'est ça. Qui se prend à Beverly Hills, parce que le bureau chef de Netflix est à Beverly Hills. J'y ai été 2-3 fois aller rencontrer les boss là-bas puis tout. Puis je trouve que là-dessus, là, ils ont du flair en tabarnouche. Là. Ils font une maudite belle job. Parce qu'on se promène ailleurs. On se promène à Apple TV, on se promène tous les autres. C'est ça. Ils n'ont pas le flair de Netflix. Casa de Papel, c'est européen. C'est espagnol. Il y a des affaires de même. Il y a des séries. Donc, cette série-là, justement, Une famille presque normale, c'est le numéro 1 en Europe. C'était... si vous aimez les thrillers, je ne l'ai pas écouté, mais mon histoire, c'est l'actrice. L'actrice principale qui fait une fille de 19 ans, mais dans la vie, c'est une fille de 22 ans. Elle, à un moment donné, elle n'est pas actrice, pantoute. Elle est zéro actrice. Okay. Une fille normale. Et elle voit sur Facebook, elle voit une genre de pub passer sur Facebook. Il cherche une jeune femme qui paraît assez jeune, mais il faut que cette jeune femme-là parle scanien. Hein? Le langage scanien. Je ne savais pas c'était quoi, le langage scanien. C'est un vieux langage suédois. T'sais, en Suède, ça parle suédois, mais ils ont des vieux dialectes ou des vieux langages. Il y a le fameux langage scanien, donc un genre de province. Donc, l'affaire, c'est que dans le film, parce que le film est tourné en suédois, mais dans le film, ils ont besoin de quelqu'un qui parle scanien. L'affaire, c'est que la fille... Je me demande, Jerry, si ça n'a pas un lien, justement, avec les Vikings, parce que les Vikings venaient de là. Ah, ça se peut très bien. Ça se peut très bien. Hein? C'est un bon flash, ça, Carlos. Donc, l'affaire, c'est que la fille, elle dit, moi, je suis jeune, j'ai 22 ans. 2, oui, je parle scanien. Par ses parents, ou je ne sais pas trop quoi, là. C'est l'affaire. Fait qu'elle donne son nom, ils la font venir. Puis là, il dit, ouais, on cherche une actrice pour la série. J'ose avec la fille, il dit, c'est toi que ça prend. Mais la fille, elle dit, je ne suis pas actrice. Non, c'est toi que ça prend. Donc, dans cette série-là, la fille, elle est zéro actrice, mais elle est actrice. Fait que je pense qu'elle va continuer sa vie comme actrice dans l'avenir. Donc, j'ai trouvé ça l'histoire le fun. Mais ça veut dire une chose, Jerry. Ça veut dire que le réalisateur a fait un job phénoménal, là. Ça veut dire que le montage est fait serré, il l'a mis super à l'aise pour pas qu'elle se fasse distraire par les caméras, tout ça, puis l'éclairage, puis tout. Puis la fille a été super bien dirigée. Et cette semaine, c'était je prends une pointe à pizza, là. Je prends une pointe, puis comme bizarre un peu, là, mais il y a sur l'affaire là-dedans. Cette semaine, c'était la fête de Taylor Swift. Elle a eu 34 ans. Taylor, les grands jambes. Taylor Swift, donc, le fêté à New York, mais le gars de football n'était pas là. Rouge à lèvres, rouge. Il n'était pas là. Le gars de football, il faut qu'il s'entraîne. Ça veut dire, mais là, rouge à lèvres, rouge. Oui, c'est ça. Toujours son rouge. Elle était accompagnée de Blake Lively. My God. Non, ça n'a pas de sens. Blake Lively, c'est une tare, ça, là. Non, ça n'a pas de sens. Vous irez voir la photo de Taylor avec Blake Lively à l'entrée du bar, parce que la fait, c'est qu'eux autres, ils ont fêté ça à Manhattan, justement. Puis, Taylor Swift, elle a un appartement à Manhattan. Ça veut dire, on s'entend-tu qu'elle n'a pas trop de misère, elle vaut $1 milliard et c'est pas plus. La fait, c'est qu'il y a plein de fleurs qui arrivaient à son appartement. Tu sais, à toutes les 5 minutes, il y avait un fleuriste qui amenait des tas de fleurs à son appartement. Il paraît que c'était complètement capoté, l'histoire. Mais la fait, c'est qu'elle a fêté sa fête dans un club, dans un bar, dans un club, un bar, dans le quartier Noto. Je ne connaissais pas ce quartier-là à New York. Non, c'est NoHo à New York. Il y a Soho à New York, puis il y a NoHo à New York. Donc, c'est pas loin de Greenwich Village. Donc, il y a un club privé là-bas. Et le club privé, c'est un gros club privé de Manhattan. Et pour adhérer au club, ça ne paye pas tes drinks, là. C'est juste pour être capable d'entrer au club privé. C'est 5 000 $ par année d'abonnement. Et ils ont des milliers et des milliers et des milliers de clients à ce club privé-là. Tu te dis, hey, c'est pas cher, 5 000. Un peu, là. C'est 5 000. Les autres, ils mettent un 5 000 pour ne pas voir la face de monde bizarre, là. Oui, puis il doit y avoir un fee par mois minimum, genre de 500 $. Oui, exactement ça. Là, fait que c'est là qu'elle a passé sa... Puis en passant,
Non, moi, je suis plus capable. Arrêtez de me parler d'elle. Je suis plus capable. Nathan! Il y a trop d'elle, là. Il y a trop d'elle. Non, mais je sais, mais c'est ça. Faites-moi pas choisir entre Blake Lively et Taylor Swift. Là. Non, c'est pas ça. Non, mais maintenant, choisis. C'est pas mais choisir. c'est C'est ça. juste Taylor Swift, je suis plus capable. Là. Je suis capable. Si, boire, c'est intense. Le podcast Valuetainment, les gars, ils fessent dessus, pas pire. Non, mais j'ai quelque chose pour toi, Jeff. Vu que tu l'aimes beaucoup, Taylor. Mais c'est même pas que je l'haïs, c'est juste que... Non, je sais. À un moment donné, c'est pas elle. Ça n'a rien à voir avec elle. Là. C'est à voir avec tout ce que le monde fait. Tu sais, décrocher, Chris. C'est une chanteuse hyper populaire que moi, je comprends pas trop patente, qui sort avec un joueur de football. OK, on a fini, là. C'est notre Madonna. C'est notre Madonna de notre époque. Oh, ben oui. Ouais, c'est plus gros que Madonna. Ben oui, mais... C'est 1000 fois plus gros. Oui, mais tu comprends ce que je veux dire. Elle se compare aux Beatles. Je suis obligé de te dire. Là. Elle se compare aux Beatles? Non, moi, je la compare aux Beatles. Dans... C'est la plus grosse... Il n'y a jamais eu une artiste qui a brassé autant d'argent. Solo, tu as raison. Oui. Il n'y a rien de proche. Non, Il n'y a rien de proche. C'est plus gros que Madonna. Madonna, il y avait un genre de patente là, de. Non, mais qu'est-ce que. Un genre de pute qui fait de la musique. Elle joue pas ce game-là. Là. Non, c'est ça. Une genre de pute, là. Genre de. Like a virgin. Ouais. Ouais, c'est bizarre. Puis ça a l'air qu'il y avait une marmotte très, très, très poilue. Là. Ouais. Oui. Ouais, ça. Et ça a l'air que c'était un. Taylor a pas de marmotte Sylvester the Cat, il était mort là lui. C'est deux couleurs. Mais moi, regarde, c'est rien contre elle. Là. C'est juste que je trouve que si poire qu'on entend parler d'elle, puis c'est quasiment too much. Là. Mais là, le show que ta fille a vu, Jeff, elle a vu ta fille, le show au cinéma? Je sais pas si elle est allée. OK, Elle devait y aller, mais je sais pas si elle est allée. Tour, c'est ça. La fait, c'est que là, le film, il arrive sur Apple TV là. Ouais, donc, oui, il est arrivé, je pense, c'est-tu hier ou avant-hier, l'affaire de même. Donc, l'affaire, c'est que c'est la version allongée. Donc, ce que vous aviez vu au cinéma, ce que les filles ont vu au cinéma, bien là, il y a le même film. En fait, là, c'est la même. Sauf qu'il y a 3 tonnes de plus. Il rajoute 3. Donc, c'est version allongée et c'est 19,89 prix canadien. Attends un peu. Wow. C'est pas sur Apple TV? Hein? Oui, mais c'est pay-per-view Apple TV. pay-per-view. Wow. Oui. Non, elle apprend, c'est capoté. Là. Quel stuff. Elle, d'après moi, elle, toute seule, elle paye... ça continue de même, elle paye la dette du Québec au complet des péquistes. Oui, c'est ça. Hey, je prends une autre pointe de pizza, puis là, j'en pogne une bizarre. Mais quelle scie, là? Jeff, il a fait ça encore. Non, mais quelle scie, là? Je peux pas endurer ça, là. Tu sais, je comprends qu'un gars, gros, il est flasheux un peu, puis il aime ça, là, mais... Tu sais, à un moment donné, tabarnache, un cirque de même, ça te tente pas, là. Moi, ça te tenterait-tu d'être avec une fille de même? On s'en parle-tu dans 12 mois? Non, mais l'histoire de Kelsey, mettons, on met ça sur pause, là. Tant qu'il joue au football, ça va bien aller. Quand il va prendre sa retraite, je ne sais pas quand, dans 2-3 ans, 2 ans, ou je ne sais pas trop, là, tu veux dire, le football, on ne sait pas ce qui peut arriver dans le football. C'est sûr que ça se termine là. Tu penses? Ah non, garanti. Moi, je pense qu'ils ont des enfants ensemble. Là. Oh, c'est ça. Là, ils sont comme fourrés dans leur histoire. Tu comprends? C'est rendu tellement gros que là, ils sont obligés de... Pour continuer, ils sont obligés de stepper up. Là. Oui, ça. Bébé s'en vient. Les Bambinos. Elle finit sa tournée là, à peu près, là? Oui, elle finit... il y a encore des tours. Elle tombe enceinte, elle fait une couple. Les Américaines, ils font toujours 2-3 enfants back-to-back, là. Donc, on fait 2-3 enfants en 2-3 ans. Après, on verra. Oui, il faut qu'elle fasse la tournée canadienne. Là. Puis après ça, je pense que c'est pas mal... Ça ressemble à pas mal fini après ça. Là. Hey, j'ai une idée pour la craque. Mais c'est boire. Non. Pas heureux. Non, mais... Attends un peu, là. L'affaire, c'est qu'on sait que les craquistes, eux autres, ils ne regardent pas ce qui se passe à New York, ni à Boston, ou ni à Washington, ni... Non, eux autres, ils regardent ce qui se passe à Paris. Ils regardent ce qui se passe en France. C'est la seule affaire qui les intéresse. Il y a une idée, je pense, qu'il y a quelque chose qui va peut-être les intéresser. Est-ce que ça va être bon pour nous autres? Non. Est-ce que c'est bon pour les Français? Non. Mais, je te le dis, là, ils l'ont vu passer, puis ils ont pris des notes, les craquistes. On les connaît, ils veulent être dans nos vies. Ce qui se passe en France, ils appellent ça le leasing social. Donc, ils vont, puis les Français, le leasing social, les Français le disent de leur manière. C'est le leasing. C'est le leasing. Est-ce que tu as leasé ton auto? Est-ce que tu as leasé ton corps? Oui, voilà on lise. L'affaire, c'est que la pauvrasse
la classe moyenne pauvre, pas la pauvre, je travaille pas. Les prolétaires. Non, mais la classe, c'est ça. Les classes moyennes pauvres, des genres d'esclaves. Là. Parce que les très, très pauvres, eux autres, ils n'ont pas de. Eux autres sont sur les services sociaux. Pas eux autres. Ça prend une paye. Si tu as une paye et tu gagnes tant d'argent, mais c'est classe moyenne pauvre, le gouvernement, pas les farces, là, le gouvernement va avoir des parcs avec des quantités de chars. Ils vont te louer un char. Si ton travail il est à plus que 15 km de ta maison, de ton appartement, 15 km ça prend au moins 15 km et que tu es mal desservi par les compagnies de transport, les services de transport en commun, le gouvernement, c'est le gouvernement va te louer un char électrique, un petit char électrique. Là. Puis en Europe, ils ont des petits chars électriques. Là. Des genres de Clio, là, Renault Clio, pas de même. Ils vont te louer un petit char électrique à 100 € par mois. Ben le gouvernement va être un locataire de char. C'est-tu socialiste, ça? Ben là, c'est parce que le char ne coûte pas 100$ par mois. Là. Non. Mais la différence, c'est la population qui va le payer. C'est le gouvernement qui va le payer. C'est les autres. Oui, c'est ça. Là, c'est les autres. Donc, le monde va subventionner des esclaves de classe moyenne pour qu'ils aillent travailler en char, mais électrique. C'est sûr qu'il y a une patente de main qui s'en vient. Un genre de communauté. Avoue que l'idée peut intéresser un gars de la craque. Là. Ben oui, c'est sûr. Ben oui, ça c'est. Ben oui, il faut être dans notre. Hey, j'ai vu une affaire passer. Moi, Jerry, je suis quasiment déterminé que t'en parles. Je comprends, mais qu'est-ce que tu veux, c'est une boîte. C'est parce que je comprends dans ta boîte. Tu fais tout le temps des boîtes extraordinaires. Mais c'est comme. Ils l'ont vu, Carlos. Ils l'ont vu. Parlez-en. Oh, tu penses qu'ils l'ont vu? Ah, ils l'ont vu. Ben oui, ils l'ont vu. Ils suivent la France au bout. Tout. Eux autres, ils regardent pas. Ça, c'est une nouvelle purement française. Ils ne regardent pas ce qui se passe à New York. Là. Les autres, ils regardent à Paris. C'est là qu'ils regardent. Fait que c'est ça, ils l'ont vu et que t'as pas. Ça, ils l'ont vu. C'est une petite nouvelle, là, mais j'ai vu passer. Le sniffage, là. La poudre? La poudre. De choc. C'est pas fini. Là. Très populaire. Ben non. Ils ont arrêté, c'est pas des farces, ils ont arrêté un bateau. Ça sniffe en crif, on va te dire. Ça sniffe. Ça sniffe plus probablement que dans les années 80 en ce moment. Et ça sniffe. Ça sniffe. Ils ont arrêté un bateau au large, dans l'Atlantique, à la hauteur de l'Afrique. Là. Ils ont arrêté un bateau. Le bateau, je ne sais pas ce qu'il s'en allait, là. Mais on pense qu'il s'en allait en Europe. Il allait voir ses frères, c'est ça. Le bateau, il était là, au large de l'Afrique. Là. La famille. D'après moi, le bateau, il arrivait d'Amérique du Sud. Je pense qu'il arrivait de la Guyane, ou je ne sais pas de quel de pays. Là. Ben oui. Une patente de bord de la côte, mais oui. Sur le bateau, tu sais, quand on dit une livre de beurre, c'est quoi? C'est livre de beurre. C'est 454 grammes. 454 grammes. Prenez 2 livres de beurre. Ça te fait 908 grammes. Ben, mets 2 livres de beurre, une à côté de l'autre. Rajoute-en un peu là, de beurre. Là. C'est ça, 1 kilo. Tu vois l'image du kilo. Puis des fois, 1 kilo, c'est quoi 1 kilo? On ne sait pas trop. Le kilo, mais le kilo de poudre, c'est plus gros que ça. Là. Ben, 1 kilo, c'est en pesanteur. Oh oui, je sais, mais je veux dire, si tu me dis, regarde, c'est quoi que ça vaut. Si tu me dis, pèse-le, oui, je comprends. Mais non, si tu la me dis, pesée, c'est ça. Non, c'est ça. Quand vous regardez, c'est à peu près la grosseur d'un lingot d'or. Je veux dire, en dimension. Oui, ça fait un bon tas. Il y avait 5200 kilos de poudre pure sur le bateau. Oh! Aïe, aïe. 5000. Fais le tas que je t'ai dit tantôt. Mais en 5200 tonnes même. Ça fait beaucoup de poudre. By the way, il est coupé combien de fois? Ça une fois rendu là-bas, il y a quoi pas mal. Il en reste plus bien quand tu arrives. Il en reste plus. Il en reste plus bien. C'est une sorte de patente pour toi. J'ai jamais vu une pizza croche de même. Il y a toutes sortes de... Ah oui! Mais les croches sont souvent les meilleures. Je vais essayer de vous faire pleurer. Oh. Non, je vais essayer. Les pirates aussi. Là. Je vais essayer de vous faire pleurer. Là, faites attention, là, peut-être que vous allez verser une larme. La compagnie Pfizer, qui est cotée en bourse. La compagnie Pfizer qui n'arrache. La compagnie Pfizer, que le prix de l'action avant COVID, c'était à 26 $ l'action. Le prix de l'action en ce moment, c'est 26 $ l'action. Oh!
Le parti COVID est fini. Pfizer a effacé tout le cash qu'ils ont fait. L'action est montée, si je me souviens bien, là, je vois de mémoire, a pogné quasiment 60 pièces à un moment donné dans la folie COVID. Pfizer a annoncé cette semaine, la COVID, c'est fini. On s'ennuie. On l'a revu à la baisse, nos prévisions de vente du vaccin COVID pour 2024. Boum, un crash à la bourse. Goodbye. Est-ce que vous pleurez? Pourtant, Kelsey fait la pub. Ah oui? Ben oui, c'est lui qui fait la pub. Double vaccin, deux plasteurs sur le bras. Il y a deux plasteurs de deux couleurs différentes. Ben ouais. Il se fait ramasser ici, là, aux États-Unis. Oui, il se fait ramasser d'aplomb. Là. Ben oui. Puis Joe Rogan s'est pas gêné de le ramasser lui non plus. Ben oui, mais là. Non, c'est parce qu'il dit à un moment donné... Il peut faire ce qu'il veut, hein? Il peut faire ce qu'il veut, c'est son choix. Mais il dit à un moment donné, il faut que tu aies une certaine morale quand t'endosses quelque chose que tu sais que c'est de la merde. Là. Parce que... mais lui, il croit pas que c'est de la merde, c'est faire la pub. Ouais, mais c'est pas vrai. Il sait que c'est de la merde. Ben non, il sait pas que c'est de la Oui, merde. il sait que c'est de la merde. Ben non, mais tous ceux qui prennent le le vaccin, ils pensent pas que c'est de la merde, sinon Jeff, ils n'iraient pas prendre le vaccin. Jeff, tu parles de Kelsey. S'il sait pas que c'est de la merde, ben c'est un dummy. Ouais, mais ça... Donc, ça t'offre pas longtemps que Taylor Swift va l'écraser. Elle est vaccinée 5-6 fois aussi, elle. On travaille une place. Tu peux être surpris. Ben non, sont en amour. Ben oui, ils sont en amour. Bon, ils sont en amour, sur les points à cet âge-là, ils se ressemblent. Quand je vais te dire qu'ils vont être en amour, là, c'est quand ils vont avoir eu 2 enfants, puis dans 5 ans d'ici, puis quand Kelsey, il jouera pas au football, puis quand il va se faire pisser d'en face par les enfants, puis il va changer des couches, puis il l'aime encore, puis il la baise encore, je vais dire oui, ils sont en amour. Les meilleurs pubs pour Pfizer, par contre, c'est des gens qui écrivent sur les réseaux sociaux, comme j'ai vu cette semaine. La madame écrit « J'arrive du Pérou. Malgré mes 5 doses de vaccin COVID, j'ai quand même attrapé la COVID. » Wow! Ça, si vous voulez avoir une bonne pub pour les vaccins, là, c'est la meilleure. Une des marques des voitures, une des marques de voitures les plus connues au monde, ou peut-être c'est peut-être une des plus connues. Là. Je ne sais pas si tu t'en vas bien loin, là, mais tu vas dans un pays bizarre et t'en vois là, des Mercedes. Tu t'en vas dans tu t'en vas tu es en plein désert, dans le fin fond du désert, aux limites de l'Algérie. Il y a une Mercedes 92 quelque part. Il y a toujours une Mercedes quelque part. J'ai jamais compris cette histoire-là. En tout cas, Mercedes, OK? C'est un clin d'œil. Là. C'est drôle. Là. Mercedes-Benz, à ce qu'on appelle ça Mercedes, c'est le nom de voiture, la marque de voiture la plus citée dans la musique. Il y a 16 000... Non, il y a quelqu'un qui a fait le tour là, de toute la musique qui existe. Là. Il y a-tu de la musique? Bon, on ne tourne pas des années 40, là, mais je parle de la musique, là, de la musique très, très large. Là. De toutes les tunes de musique. Il y a-tu des tunes de musique? Il y a 16 415 tunes que dans les paroles, ils disent au moins une fois Mercedes. Mercedes pour la marque de char. Dans ces tunes-là. Il y a des tunes de Janis Joplin, il y a des tunes de Dire Straits, il y a des tunes de Scorpion, Eminem, Beyoncé, des Commodores. En veux-tu, là? Des artistes, mais dans une de leurs tunes, ils disent Mercedes. J'ai trouvé ça comique. Et c'est quelle est la tune que les Eagles, c'est ton groupe, Jeff? Les Eagles, il y a une tune qui dit le mot Mercedes. Ils parlent du char Mercedes. Tic-toc, tic-toc. 100 000 à gagner, Jeff. Let's go. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Hotel California. Ouais. Dans les paroles d'Hotel California, ils parlent de Mercedes. Donc, c'est drôle. Mais l'affaire qui est le fun, c'est que ceux qui ont trouvé les 16 415 tunes, il y a une recherche là-dedans quand même. Soit de l'intelligence artificielle qui a cherché. Là. Je peux pas croire. Mais ça, c'est sûr, c'est l'intelligence artificielle qui a cherché ça. C'est pas un gars tout seul. Sur 16 415 tunes, ils ont fait une liste Spotify de 140, ils peuvent pas mettre les 16 000, de 145 tunes. Donc, le nom de la liste, ça s'appelle The Iconic Playlist par Radio Nova. Tu fais Iconic Playlist, tu fais Iconic Playlist, tu tombes dessus tout de suite. Là. Donc, c'est toutes des tunes qui parlent ou t'entends parler de Mercedes. J'ai trouvé ça le fun. Puis la playlist, c'est pas si pire que ça. Elle est vraiment le fun. Il y a toutes de tunes là-dedans. Il y a du Scorpion. Il y a toutes d'affaires.
Yes. Thank you pour la boîte, Jerry. Yes. C'était la boîte à PIDS en ce vendredi. On vient. Radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. Every hour. Juste du bon stock. Radiopirate.com. La recette pirate Fire Barnes du mois. Avec P.O. et Frank de Fire Barnes. On a PO, en tout cas. Frank, il s'est pas mis de sa défaite des Dolphins où j'étais lundi, j'imagine. Donc, on a notre chum PO qui est là. PO, t'es salué, mon ami. Comment tu vas? Ça va bien, vous autres, gang. Ça va bien, ça va bien. Le temps des fêtes est bon? Le temps des fêtes est bon. Le temps des fêtes est bon. T'sais, on a soulevé des petites interrogations lors de la dernière entrevue, là, des gros projets. Puis là, j'ai eu plein de questions de pirates qui sont arrivés. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Les pirates, c'est des fouineux. Fait que là, oui. Oui, c'est des fouineux. C'est ton chum qui disait l'information circule, Jerry? Oui, l'information circule. Oui, exactement. Exact. Ouais, fait que là, je me suis posé plein de questions. Puis ben là, je travaille dans ces gros projets-là. Là, puis ça avance. Ça continue d'avancer, qu'on va annoncer à Radio Pirate. Après. Est-ce qu'on peut parler de différents sujets avant de faire la recette que je veux te poser comme question? Oui. L'histoire, le débat sur les épiceries, sans que ça te mette dans le tour parce que c'est des partenaires à toi, là, les histoires de marge, est-ce que le chef du Parti québécois et GND sont dans Bullseye? Parce que moi, j'en reçois plein de commentaires. Mon but n'est pas de défendre les épiciers, mais quand je vois des incompétents de politiciens tomber dans un domaine qu'ils ne connaissent pas et arriver avec toutes sortes de foleries, je ne peux pas me faire autrement. Je ne connais pas assez le domaine des épiceries, des épiciers. J'ai des fournisseurs qui me disent « Regarde, c'est pas facile, on fait affaire avec tel ou tel. Ils nous demandent, pour aller dans le Publisac, ils nous demandent 100 000 $ pour faire une promo. On met le 100 000, on reçoit le Publisac 4 mois plus tard. Notre compétiteur est à une meilleure place que nous autres. Finalement, on est plus loin d'un page. C'est pas évident. OK? Ça, je sais que la poutine n'est pas facile. Mais quand je vois les politiciens simplifier ça et essayer de jouer dans l'histoire, moi, ils me font peur. Sérieux, ils me font peur. Est-ce que les politiciens concernant les épiceries sont complètement dans le champ? Est-ce que ce qu'ils disent est un peu vrai? Bon, les chefs, on les voit, là, c'est pas vrai, là, mais est-ce qu'il y a-t-il un fond est-ce qu'on cherche un coupable à l'augmentation des prix? Puis eux autres, ils veulent pas que ce soit eux autres. Donc, ils mettent ça sur le dos des épiciers. Y a-t-il quelque chose qui se tient dans ce qu'ils disent, PO? Je vais parler pour nous autres, OK? Puis je vais vraiment parler de nos structures, puis je vais être très transparent avec vous autres aujourd'hui. Là. Les structures de prix qu'on a, puis Métro, c'est un très gros partenaire à nous autres. C'est un partenaire humain, un partenaire qui écoute, qui veut avancer, qui fait aider les entreprises québécoises. Ça, je vous le dis en toute transparence, c'est une super compagnie avec qui travailler. Concernant les structures de prix, quand je dis structure de prix, là, c'est ce que les marges, leur marge à eux autres. Je ne donnerai pas de chiffres, mais je vais donner qu'est-ce que c'est. Nous, on a les mêmes marges avec nos clients depuis 2019. On a les mêmes. Quand on a commencé à être avec eux autres, en grande distribution, on a les mêmes marges. Nos marges n'ont pas changé depuis ce temps-là. C'est la même chose. La chose qui a changé, c'est le prix de détail. Nous, chez Fire Barnes, on a fait, depuis les 8 dernières années, une augmentation en 2021 parce qu'on pouvait faire, à un moment donné, ça faisait déjà quand même plusieurs années qu'on subissait des augmentations. Puis là, à un moment donné, il fallait en faire une. On en a fait une en 2021. Mais c'est sûr que si on est parti de 5,99 à 6,99, c'est normal que ça a augmenté d'$1. Bien, la marge est la même. Elle a augmenté en fonction de notre prix qu'on vend le produit en tablette. Mmh. Toi, la bouteille a monté de prix, la tomate a monté de prix, l'huile a monté de prix. On s'entend-tu, c'est les produits de base. Là. Ce qui fait augmenter leurs profits, peu importe, là, je ne vais pas me rentrer là-dedans, c'est le prix que l'aliment est vendu en épicerie. Puis la manière que ça fonctionne, il y a des blackouts pour augmenter les périodes de prix. Les épiceries s'occupent des consommateurs parce qu'il y a des périodes dans l'année qu'on ne peut pas augmenter les prix. Peu importe ce qui arrive avec nos fournisseurs. En janvier, ils ne vous laisseront jamais augmenter un prix. On est dans ce moment, le blackout. OK. Par exemple, chez Métro, là, c'est là, on ne peut pas augmenter les prix. Puis je trouve ça bien, ça protège le consommateur. Il y a des incitatifs qui quand même sont mis en place.
Fait que, puis pour augmenter un prix, il faut faire une présentation puis expliquer pourquoi on va augmenter. Ouais, c'est ça. Tu peux pas monter ton prix en tant que fournisseur. Tu peux pas monter ton prix d'une pièce sans que tu aies parlé à quelqu'un et t'expliquer ce qui se passe. Jamais de la Sainte-Vie. Dans la COVID, là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a tellement eu de l'inflation puis de l'augmentation des prix de fournisseurs. Ça rentrait de partout. Ils n'ont pas eu le choix, je pense, de donner l'opportunité. Sinon, les fournisseurs, ils allaient... crever. C'est ça. Fait que faut juste mettre les choses en perspective puis dire, puis j'en parlais aux équipes tantôt parce qu'une de nos valeurs chez Fireburn, c'est la communication, puis on s'est engagé d'être transparent avec nos collègues. Puis c'est ce que je leur expliquais. C'est tout ce qui coûte plus cher en épicerie vient du prix qu'on paye en tablette. La marge pour tous nos clients, là, que ce soit toutes les bannières, c'est le même prix qu'on paye. C'est sûr que c'est la même. Excuse, juste bien. C'est pas le prix, c'est la même marge. Nos structures de prix n'ont pas changé. Je comprends. Pour toi, c'est la même. C'est la même marge. Mais les autres qui disent, là, ils vont dire, ouais, sauf que avec l'augmentation naturelle des prix, vu que la marge est à 4 je parle des épiciers, vu que la marge est à 4 ou 5 ben c'est sûr que s'ils vendent quelque chose 5 $, puis là, ils passent à 10, ben le 5 ne représente plus le même montant. Donc, effectivement, ils augmentent leur profit, mais la marge est le même. Donc, mais leurs frais augmentent aussi, Jeff. Quand ils voient les prix monter de même, pourquoi ils n'en profitent pas pour diminuer légèrement leur marge? C'est ça que j'entends. Je comprends, mais leurs frais augmentent eux autres aussi. L'hydro augmente aussi. Les salaires augmentent. Puis là, je ne vais pas à la défense. Là, je veux juste être bien clair. Non, tu l'expliques. J'explique avec les faits qu'eux autres aussi ont probablement des augmentations de leur bord. Oui, mais moi, ce que je veux dire, c'est que les marges qu'eux, ils prennent, ils n'ont pas profité de ça pour augmenter leurs marges. C'est juste ça que moi, le message que je veux passer. Moi, j'ai les mêmes. Je vais parler pour l'entreprise. C'est les mêmes. Puis, j'ai pas eu d'augmentation. Puis, je ne vois pas qu'il y ait d'augmentation de marge à l'horizon. Et, justement, eux autres aussi ont des enjeux de doses de prix à gauche et à droite. Mais je comprends. Là, moi aussi, c'est mon fromage que j'aime beaucoup manger. Là, est-ce que tu sens qu'on est dans un oligopole, comme lui a dit? Parce que l'exemple que je donne, c'est que Aldi, qui est le plus gros joueur mondial, qui s'est installé dernièrement aux États-Unis puis qui a fait sa place assez rapidement, a regardé pour aller au Canada. Puis entre autres, il a même parlé du Québec. Puis il a dit, oui, c'est sûr qu'il y aurait une place pour un joueur comme nous autres, un joueur à bas prix. Mais il dit, le marché est saturé en ce moment par le nombre de joueurs, l'argent disponible, le nombre de joueurs, le nombre de monde et aussi le nombre de joueurs et l'argent qui est disponible dans le marché. Ils ont dit, nous autres, on s'en va là, il dit, il y a déjà Métro, il y a avec 2 bannières, il y a déjà Sobeys, il y a déjà l'Oblast avec 2-3 bannières, il y a plein d'épiciers indépendants, il y a Costco, il y a Walmart, etc. Regarde, maison. Ben, il y en a plein. Nous autres, on y va pas, là. Donc, eux autres, lui, il dit, le gars du PQ, il dit que c'est un oligopole. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs pour 8 millions d'habitants, là. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Il y a beaucoup d'indépendants. Il y a plein de bannières qui sont en train de pousser aussi. Il y a beaucoup de concurrence. Je pense à travers leur marché. Je ne peux pas dire, parce qu'un oligopole, à mon avis, c'est quelques joueurs. C'est très minoritaire. Tandis que là, il y en a beaucoup. C'est juste, tu sais, au Canada anglais, là, on parle du Québec, mais au Canada anglais, dans la bannière l'Oblast, je pense qu'il y a 15 bannières différentes. Oui, c'est ça. Il y a 15 bannières différentes. Et il y en a des indépendants, des réseaux de boucherie, poissonnerie. Il y en a énormément. Je ne dis pas que c'est comme si des dépanneurs, là, mais il y en a beaucoup. Là. Je ne vois pas ça comme un oligopole. Non, OK. Donc, finalement, PSPP, ça n'a pas été sa meilleure semaine. Qu'est-ce que tu penses de l'inflation? Le fait que les épiceries, c'est ça, là, ils sont accusés. Puis moi, j'ai trouvé ça dégueulasse de voir le gars du NPD parler du salaire du PDG puis de la caissière. Ça, je me suis dit, le gars, il n'a pas d'argument. Il n'est pas préparé. Il va avec la facilité. C'est n'importe quoi. On sait très bien que si tu veux être en charge d'une grande entreprise dans un milieu hyper compétitif, il faut que tu aies des stars. Ça me semble que de voir qu'un politicien qui est là depuis une quinzaine d'années poser une question aussi niaiseuse, c'était vraiment, vraiment gênant à voir.
Mais qu'est-ce qui a provoqué toute l'inflation? Il y a des secteurs qui n'ont pas bougé. Le linge n'a pas bougé. Hein? En passant, le linge n'a pas bougé. Il y a certains secteurs qui n'ont pas bougé. Beaucoup de choses dans les quincailleries. On a parlé des matériaux. Mais vous avez beaucoup de choses qui n'ont pas bougé tant que ça. Donc, il y a des secteurs qui ont été épargnés par l'inflation. Qu'est-ce qui est arrivé que la bouffe a été plus touchée que d'autres secteurs? Et je n'aurais long à le dire. Je ne sais pas si tu te rappelles, Jeff, on avait discuté de la fois que j'ai eu ma première augmentation des prix de container en mars 2021. Oui, très bien. J'ai fait avant c'est 2000, là c'est rendu 10. Puis notre courtier nous avait dit PO la semaine prochaine, c'est 13. Puis je ne sais pas quand est-ce que ça va arrêter. Fait que moi, j'étais dans mon bureau puis je me suis dit, OK, si j'achète dans un container, par exemple, 60 000 bouteilles, c'est des bouteilles vides que tu achetais, des bouteilles de vitre. C'est ça, des bouteilles de vitre. Je le divise par 2000, ben c'est ça qui va faire mon coût dans mon cost, dans mon food cost. Mais s'il passe à 13 000, tabarnouche, c'est différent, OK? Puis c'est monté jusqu'à 33 000 $. Oui, exact. Fait que là, moi, je me suis dit, OK, si moi, juste Fireburns, qui est une entreprise de moyenne petite taille, qu'on vend au Québec, à ce moment-là, on va aller juste au Québec. J'ai dit, qu'est-ce que c'est pour toutes les compagnies qui importent, des grosses multinationales qui importent? Ils vont payer peut-être pas 33, mais ils vont payer peut-être 25, 26. Mais ça va être amorti sur tout le nombre d'unités dans le container. Qu'est-ce qui va arriver? Puis là, moi, là, ça s'est bien computé dans ta tête. Ça va être dégueulasse. Ça, c'est pour tout le monde. Tous tes autres fournisseurs subissent la même affaire. Même affaire. La matière première, peu importe ce que tu achètes. Fait que je crois que personnellement, c'est venu de l'impression d'argent. Il y a eu tellement d'argent disponible sur le marché. Ce que ça a fait, les gens ont consommé. Qu'est-ce qu'ils ont consommé? Quand ils ont plus consommé, ce que ça a fait, une grosse demande, une pression sur les importations, les fournisseurs. Fait que tout le monde s'est mis à acheter plus. Hein? Ouais, tout le monde s'est mis à... Ça a parti de là, à mon avis. Puis ce qui a créé l'inflation dans le monde alimentaire, c'est ça. Ça a été le carton. Tu sais, le carton, je vous en avais parlé, là. On est parti 10 jours du moment que tu places ta commande à la livraison à 16 semaines, 14 à 16 semaines. Fait qu'il fallait que tu aies comme 14-16 semaines d'inventaire pour pouvoir fournir ta demande. Fait que ça fait une pression sur le cash flow, peu importe. Mais il s'est tellement créé d'offres, de demandes, que l'offre n'a pas suivi, qui a fait grimper les prix parce que le monde avait beaucoup d'argent. Le monde il voulait dépenser. C'est correct aussi. Et ça, moi, je considère que c'est le principal problème, c'était l'impression d'argent. Mais le monde Justin Trudeau, il a dit hier que c'est la guerre en Ukraine. Ah. OK. On arrête là. Mais, est-ce que les conteneurs sont revenus à un prix décent pour le transport? Oui, 100%. C'est revenu au prix de 2000 aux alentours de 2000 $. Est-ce que si tout le monde a des baisses dans plusieurs secteurs, est-ce qu'à un moment donné, on peut s'attendre même à une baisse des prix ou les prix vont, une fois qu'ils sont montés, redescendre jamais? Jeff, je disais ça à mes collègues tantôt. Puis ça vient des discussions que j'ai eues avec d'autres personnes dans le monde alimentaire, nos comptables. Il y a vraiment une baisse qui se passe dans l'alimentaire. Il y a un ralentissement. Fait que ce que je leur disais, dans ma vision des choses, c'est que là, s'il y a une baisse, ça consomme moins, ben tu vas acheter moins de carton, tu vas acheter moins de matière première, tu vas acheter moins de ci, moins de ça. Fait que qu'est-ce que ça va faire? Ceux qui te le vendent, ils vont accumuler des stocks, ça va faire baisser. Est-ce qu'il y a des entreprises qui vont être obligées de commencer à mettre des promotions beaucoup sur leurs produits pour les sortir? Oui. Oh, oui, c'est certainement. Puis même nous autres, là, on appelle ça des EDLP, des promotions qu'on fait en épicerie. On a un pourcentage à titre à chaque année dans nos coûts pour ça, puis on continue, puis on va continuer à le faire. Puis je pense que moi, je le souhaite et je l'espère, puis dans ma vision des choses, c'est ça aussi, les prix vont baisser. Je sais que ça peut être un petit peu... ça peut recevoir de travers, dire ça comme ça, mais ça ne peut pas faire autre chose. Il y a eu beaucoup de réduflation. À un moment donné, tu ne peux pas réduire, puis réduire, puis réduire. Voilà, il y a ce côté-là aussi. Tu peux plus jouer bien du bord. Il faut que les prix baissent. C'est ça. Je ne sais pas à quel point ça va baisser. Nous, on a dit qu'on n'augmentait pas nos prix cette année. On n'augmente pas les prix pour l'année prochaine, pour la prochaine année. Ça, c'est certain. Mais je crois qu'étant donné que l'offre, il y a un ralentissement. Je vais prendre un exemple. Là. Les gens qui font du bœuf. Il y a plein de gens qui ont envie de manger des steaks ou encore de se faire une sauce à spag. Puis ils disent qu'ils arrivent en avant du paquet puis ils disent, bon, ben, il n'y aura pas de sauce à spag. Là, ça va être une sauce à spag, légumes, sauce tomate.
À un moment donné, à chaque fois qu'une personne décide de changer son idée sur ce qu'elle achète, ben là, tu regardes tes ventes totales là, en tant que distributeur de viande, tu dis, bon, ben là, moi, habituellement, je vendais, mettons, 2 millions de kilos de bœuf par mois. Et là, tu en vends 1,6. Tu dis, sacrément, je vais arrêter ce slide-là. Là. Je comprends que je vends plus cher, puis le fait que même j'en vends moins, c'est compensé par le fait que je le vends plus cher, puis j'ai quasiment les mêmes profits. Mais si le mois d'après, ça descend encore de 3 là, il faut que tu fasses quelque chose. Donc, à un moment donné, tu vas les annoncer, les rib steaks de catégorie 3A à 6,99 la livre chez IGA. Tu vas le faire. Là. Si le monde en achète moins, ben nécessairement, c'est la personne qui vend le rib steak, il en vend moins. Un moment donné, il va dire à son producteur de bœuf, il dit, ben là, pourquoi tu n'achètes plus de bœuf? Ben là, j'en vends plus. Ben, OK, il faut trouver une façon qu'on recommence à en vendre. Vends-moi-les moins cher. C'est ça, c'est exactement. Ouais, mais mon vendeur de graines me charge le gros prix encore. Ben, le vendeur de graines, ben, il va vendre moins de graines parce qu'il va avoir moins de bœuf. Fait qu'à un moment donné, il va avoir beaucoup de stock de graines. Fait qu'il va commencer probablement à en revendre. Donc, soyons positifs. Ce qu'on voit là, c'est peut-être le début de la fin de l'inflation dans la bouffe. Au moins. Hier, écoute, Jeff, j'avais une prof, j'étais à l'école hier, puis une de mes profs, elle expliquait le concept du slingshot. Okay? Elle l'a subi en 2000. La crise économique de 2008 aux États-Unis, elle a eu le rebond en 2012. Okay? Elle, dans son industrie, c'est arrivé en 2012 à cause de ça. Mais la reprise s'est refaite. Elle appelle ça l'effet slingshot. Donc, tu vis en retard un effet négatif comme la crise économique de 2008. Elle a vécu la crise de la COVID. Ça a été super tough. Ça a été l'effet slingshot. Là, en ce moment, elle est complètement dans le jus. Fait que moi, avec les fournisseurs, je l'avais expliqué, l'histoire du carton. Ben, quand j'avais expliqué au gars du carton que je ne pouvais plus faire affaire avec lui, il m'avait dit OK, comme si de rien n'était durant la COVID. Mais un an après, il est revenu nous voir pour nous dire hey, on peut-tu recommencer à faire affaire ensemble? Ben, tu sais, ça va être un peu le même effet slingshot que je vois. Ça a tellement étiré, ça a tellement fait mal que là, l'effet inverse, d'après moi, va arriver dans les prochaines années. Ouais. C'est ma Très vision. bonne nouvelle. Bon, oui, je suis d'accord avec ça. Moi, je garde espoir, puis il faut garder espoir aussi. Là. Quand il y a de l'abus, ça revient toujours. OK? Regardez dans toute l'histoire de la vie, là, peu importe quoi, quand ça part d'un bord trop intense, il y a une correction qui arrive. Les politiciens 100%. devraient savoir ça. Puis si jamais ça arrive, ils vont faire à croire que c'est de faute. Mais en fait, mais après la pluie, il y a toujours le beau temps. C'est ce que j'essaie de mettre en place dans ma vie. Là. Ma fameuse phrase. Ah, c'est ta phrase, ça? Ma phrase, c'est la tempête n'est jamais assez longue pour ne plus voir le soleil. Exactement. Fait que je considère que là, oui, c'est tough. Oui, c'est dur. C'est cher, mais c'est sûr que je crois pertinemment que ça va revenir. Ça va revenir à un niveau, peut-être pas comme avant, là, mais ça va revenir à un niveau où ça va se stabiliser puis on va avoir des pêches. Je le souhaite, puis je le souhaite à tout le monde. Puis moi, en tant que producteur manufacturier, je me lève le matin justement en me disant aujourd'hui, je dois faire quelque chose de plus pour favoriser que le client paye le juste prix puis qu'il soit capable d'acheter le produit. Les produits de Fire Barns et votre compagnie est à Laurier, Québec, dans un super kiosque. C'est quoi vous faites ça régulièrement, je pense? Hein? C'est la 3e ou 4e année, 3 ou 4e qu'on fait ça, 3e. C'est la 3e année qu'on est à Laurier, Québec. C'est Frank et son équipe qui gèrent ça encore une fois. Il travaille fort, hein, Frank. J'ai l'impression que je travaille pas. Je viens juste parler à la radio. Là. Mais c'est Frank et son équipe sont là à Laurier, Québec. Un beau kiosque en haut des marches, en face du Renaud-Bré, au 2e étage. Entre le Best Buy et le Renaud-Bré, on est tout le temps là. Pour les ensembles cadeaux, ça même? Oui, c'est ça. On a un beau kiosque éphémère. On vend des ensembles cadeaux. Fait que, tu sais, un petit dernière minute, là, tu ne sais pas trop quoi acheter. Là. Tu te dépêches, tu s'en viens à Place Laurier 2. Au 2e, on est là. Peut-être que j'ai entendu une rumeur, Jerry. Le président junior va être présent à Laurier probablement. Je ne sais pas quand. Suivez nos médias sociaux. Le président junior... Vous allez vous le faire voler, là. Ah, ça se peut, C'est une méga star. Une méga star. Il va être là à Laurier, Québec. Donc, il pèse comment, là, le junior? Il commence à prendre du coffre. Frank, il dit qu'il est moins bright que l'autre.
Oui, 100%. Barney, il avait une âme. Barney, Barney a manqué 2-3 petites leçons à Barney Junior. Là, OK, c'est ça, je comprends. Là. Et Barney, il avait une vieille âme. Il était déjà mature. Il manquait d'énergie un peu pour passer à l'autre. Exactement, c'est beau de les voir. Dans les derniers temps de Barney, j'avais été à la maison à Frank. Puis Barney, il était là, il était tout calme dans le foin. Puis t'avais Barney Junior qui spinait autour. Là. Mais on s'ennuie notre beau Barney, mais Barney Junior fait une super bonne job. Mais l'avenir est avec Junior, c'est ça qu'il faut. C'est ça, exactement. Il commence à signer les chèques. Là, promo également sur le web, on est toujours là-dessus pour le temps des fêtes, pour les cadeaux, les affaires de même. Hein? Ben oui, c'est pas encore la date limite. C'est pas encore la date limite. Bientôt, ceux qui sont abonnés à l'infolette vont avoir un petit courriel pour dire hey, by the way, c'est là que ça se passe. Avant Noël. Pour avant Noël, mais ça l'achève. Là, on est quoi? À quelle date? On est le 14. D'après moi, dans une couple de jours. Habituellement, c'est 4-5 jours avant Noël. Ça va être bientôt. Là. On va envoyer le courrier pour dire hey, des beaux cadeaux. Puis, tu sais, je reçois souvent des. Ah, c'est déjà le 15, ça va tellement. On est vendredi 15. Oui. Oui, c'est vrai. Vendredi le 15, hein? Oui. Puis c'est ça. Donc, je reçois souvent des messages pour me dire hey, Criff, j'ai donné ça à mon père, même à ce temps-ci de l'année. Là. Puis mon père tripe bien raide, il mange piquant à cette heure. Fait que c'est tout. Ou il y a même les sauces, des épices puis des sauces barbecue. Fait que je vous encourage à venir soit sur le site web ou à Laurier, Québec. Puis aussi dans les épiceries, il y a plusieurs IGA qui en ont. Là, mon frère Jean-Daniel, j'en parle souvent. Là, c'est notre représentant puis il s'occupe des ventes chez Fireburns. Il fait des super montages. Je ne sais pas si tu vois ça. Des fois, Jerry passait sur les réseaux sociaux. Là, Jean-Daniel, des gros montages dans les épiceries d'ensemble cadeaux. Fait que Jean-Daniel fait vraiment une bonne job. Oui, les GA là-dessus vous donnent beaucoup d'exposure. Quand tu rentres dans le resto, pas dans le resto, mais dans l'épicerie, tu les vois tout de suite. Ah, puis la famille Gagné. Moi, je m'entends tellement bien avec Guillaume. Tu les connais bien aussi, Jeff. Là, Guillaume, c'est un chum. J'ai été même à Cancun avec lui. Fait que donc, Guillaume qui est le fils à Alain. Alain est plus... Alain, il est plus dans son érébilière. Oui, exact. Puis dans son VR. Dans son VR, parfait. Maintenant. Puis, il a travaillé fort, il mérite ça. Il mérite de se gâter un peu. Puis en plus, les boys sont prêts à relève. Ces gars sont super sharp. Là. Mais Fireburns, il faut le dire. Là. Moi, je suis un tripeux de la moutarde Fireburns. Là. C'est quasiment la marque de commerce. Là. Mais les condiments Fireburns, m'excuse. Ah, le ketchup. Non, c'est exceptionnel. Le ketchup. La face, c'est que le ketchup... Non, t'as peu. Le ketchup, il n'y a pas de la fructose sucre liquide. C'est du miel. Du miel et du sucre de canne bio. Non, mais c'est capoté. Là. Non, t'as peu. Là, t'as un ketchup avec... Parce que du ketchup, c'est pas compliqué. Là. C'est du sucre de la tomate. Là. On s'entend-tu? Là? Ouais. Mais là, t'as une base de miel quand même. C'est capoté. Là. Oui, exactement. Mais on voit pas ça nulle part, ce procédé-là. Là. Puis les gens recherchent de moins en moins de bouffe, puis incluant les condiments, puis toutes les patentes qu'on prend, bourrées de stock qu'on ne sait pas énorme. C'est-tu le Doc Boucher qui parle? Non, c'est toi, Jeff, qui parlait de ça. J'avais jamais vraiment remarqué tous les ingrédients que j'achetais. C'est Jerry et moi qui en parlait. Jerry, OK, c'est ça. Puis là, depuis ce temps-là, je regarde vraiment tous les ingrédients, ce qui rentre chez nous. C'est important, puis ça fait... J'aurais dû faire ça avant, mais dans notre mission d'entreprise, c'est de produire des ingrédients de qualité super, de qualité exceptionnelle et les rendre accessibles aux gens partout sur la planète. Mais c'est important pour nous d'offrir un clean label, une étiquette où tu reconnais et tu connais tous les ingrédients. Ça, pour nous autres, c'est super important. Puis justement, du miel puis du sucre de canne bio, on s'entend, il n'y a rien de méchant pour la santé là-dedans. Là. Non, c'est ça. Du miel, c'est pur, du miel. C'est la job des abeilles. Là. On s'entend-tu, là? Mais ce que je veux dire... Tandis que l'autre, c'est... Glucose, fructose... C'est que les condiments Fireburns, c'est ta moutarde, t'as le ketchup. Parce que, la sauce burger qui va revenir bientôt. La sauce burger qui va revenir bientôt. La mayo sriracha et la mayo bacon qui est dans la recette. Oui, ben c'est une belle passe. D'ailleurs, j'ai la recette. Non, parce que moi, je suis un fan de mayo bacon, mais je connais quelqu'un, ma blonde, moi, c'est mayo bacon. S'il n'y en a pas dans le frigidaire, je suis foutu. Là. OK, tu retournes à l'épicerie. C'est des frites dans mayo bacon. Tempête de neige, moins 16, le champ pas déblayé, il faut que tu y ailles à l'épicerie. Chérie, il faut que tu ailles en chercher. T'es fourré. C'est genre de drogue. J'ai pas le titre de la recette. J'ai la recette, mais j'ai pas le titre sur le papier que j'ai. Écoute, Jeff, probablement que t'as fini de monter T'as-tu fini de monter ton barbecue, là? Oui. Pour être sûr? Oui, OK, parfait. Oui, c'est ça. Hey, j'avais quasiment le goût. J'ai écouté le podcast, j'avais quasiment le goût de faire 3000 km à aller l'aider. 119 $. Il y a du sacré.
C'est des smash burgers mimosa. Oh! Frank est allé dans la thématique. Tu sais, on prépare des petits plats pour la famille. Noël s'en vient. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? D'habitude, tout est traditionnel, les saucisses dans le bacon. Comment moi, j'appelle ça de la petite bouffe. Dans des affaires à picosser. C'est ça, exactement. Puis là, il a fait des smash burgers mimosa. Des petits smash burgers. Fait que là, il est allé dans le fancy quand même. Ces petits burgers-là, ça vous prend pas tant pour écraser le bœuf, là, en passant. Écraser la boulette, là. Ah, smash. Ça c'est essentiel. Ça, on peut trouver ça chez Barbecue Québec, hein, avec nos amis. Hey, comment est-ce qu'ils vont, eux autres? Ils vont bien. Max, j'ai parlé au téléphone. Écoute, il garde le moral. Il est très fort, le moral. Donc, ils sont sous la protection de la loi de Lafayette, mais ils pensent de s'en sortir, j'imagine? Vous avez vu le vidéo comme moi hier, j'imagine? Oui, j'ai vu la vidéo. Qu'est-ce que j'ai pas vu le vidéo? Non, il est sorti, c'est-tu mardi ou mercredi que ça? Hier soir. Okay. Hier soir, il a fait une vidéo, puis il expliquait, puis ça arraché le cœur d'aller voir cette vidéo-là. Parce que JP et Max, c'est des estifis de bons gars. Ils ont vendu la première caisse de sauce Fire Barns. Ils nous ont aidés du jour 1. C'est du monde avec des valeurs incroyables. Oui, mais des problèmes d'entreprise, tu le sais. Les entrepreneurs ont toutes ces crises-là quand il arrive les problèmes, c'est des problèmes de riches, avoir des problèmes de croissance. Mais c'est souvent des problèmes plus durs que les problèmes de décroissance. Ben c'est ça. Exactement. Il expliquait bien le maudit problème de cash flow. Ça fait partie de mon quotidien. Nous autres, dans ma position, dans mon poste à moi, c'est ça que je parle quasiment tous les jours. Le cash flow, c'est ce qui est le plus dur dans une entreprise. Puis, des fois, on comprend pourquoi les entreprises retirent des produits. C'est pourquoi j'ai plus ça en tablette, pourquoi je ne suis plus capable d'acheter ça. Parce que des fois, trop avoir de produits, ça fait une pression énorme sur le cash flow. Nous autres, on est rendu avec 3 000 points de vente, mettons 3 000 à 4 000 points de vente. Quand on veut sortir un nouveau produit, là, il faut qu'il soit réfléchi plus qu'avant parce que il va falloir acheter plus de bouteilles, plus de bouchons, plus de telle matière première. Fait que ça fait une pression sur le cash flow parce que tu n'es pas payé tout de suite. Tu vas vendre à l'épicerie, mais avant que tu sois payé, ça va te prendre un autre 30 jours après. Tu le ships, tu vas le payer plus tard. Fait qu'avant que tu aies ça sur dans ton compte de banque, il faut que tu le supportes. Même si tu vends des millions, tu vends 10, 15, 20, 30 millions de chiffre d'affaires. Non, ça, c'est ça qui est arrivé. Là. Les autres, ils ont été pognés dans une croissance trop rapide. Là. Mais c'est tellement des bons gars. Puis je vous encourage d'aller chez Barbecue Québec. Je leur souhaite la meilleure des chances. Je vous encourage tous les pirates d'aller encourager Barbecue Québec. Puis Max l'expliquait, il y a des plans pour 2024 de repartir peut-être plus petit, je pense. Si jamais tu l'invites, il va pouvoir t'en parler. Je ne vais pas parler pour lui, là, mais je pense qu'ils ont des projets quand même pour 2024. Good. Mais ça va vous prendre ça nous prend la patente pour écraser la boulette de ça. Faut qu'elle soit bien mince. As-tu un, Jeff, toi? Oui. Fourni par le Cosmos. Fourni par Cadeau Jack? du Cosmos. Ça, quand même assez bien plugué, là. Fait que pour revenir au Smash Burger, écoute, ce Smash Burger-là, c'est un petit délice qui va faire sensation dans vos soupers. Ça, c'est du Frank tout craché. Là. Non, ça, c'est du Frank tout craché. Là. Un peu, là. On dit burger, mais en réalité, il n'y a pas de pain. non, mais ça, c'est du Frank. Là. Il n'y a pas de pain. Ouais, c'est ça. Tu prépares ça avec soin et amour. Chaque bouchée, ça va être unique en son genre. Fait que essayez ça. Utilisez des œufs de mimosa comme pain. Des œufs de mimosa comme pain. C'est quoi, c'est un œuf de mimosa? Explique-moi ça. Là. As-tu déjà vu ça, Jerry? Le fait, c'est qu'il coupe un œuf en deux? Non, c'est une façon de faire le pain, je crois. Là. OK, c'est un pain spécial. Ouais. OK, je pensais que c'était un œuf. Je pensais qu'il parlait des gros œufs coupés en deux. Oui, c'est ça, exactement. Je suis désolé, c'est ça. C'est un œuf qui coupe en deux. Voilà, c'est l'œuf qui coupe en deux, mais qui va mettre sur le dessus. Il va faire coller sur le dessus des graines de sésame. Exactement. Avec les produits, exactement. En fait, avec les produits de mayo bacon. T'as vu que le cook est pas pire, hein? Le cook est vite. Moi, si ça parle de bouffe, je suis là à tabarouette. Moi, je pense juste à ça. C'est parce que, étant donné que c'est pas moi le chef, non, c'est ça. Moi, je rapporte la création de Frank. Les idées me bousculaient. Fait que là, j'étais comme rendu à parler des produits, mais effectivement, le chef, merci de me remettre à l'ordre. Mayo bacon, puis les fameuses épices à steak de Montréal. Ah, c'est qu'elles sont bonnes. Pour vrai, là, les épices à steak Fire Barns, je sais pas si vous avez essayé tout le monde, mais elles sont excellentes. Oh!
Oh oui, ben oui. C'est Mr. White. Non, moi, mes épices, j'ai garoche partout. Là. Moi, j'ai garoche sur le popcorn, j'ai garoche sur les légumes grillés. Donc, ça prend une douzaine d'œufs, 250 grammes de bœuf haché, 3 tranches de fromage orange coupé en 4. Achetez du bon fromage orange, il y en a. Les 4 cuillerées à soupe de mayo bacon, 3 tranches de bacon cuit et coupé en 4. On a 2 cuillères à soupe d'épices à steak Montréal. On a 24 tranches de cornichons, 2 cuillerées à soupe de ciboulettes hachées, 1 à 2 cuillerées à soupe de graines de sésame et 12 cure-dents pour faire, j'imagine, des bouchées, c'est ça? Exactement. Puis Frank a bien souligné, Jerry, il m'a dit de te dire ça, des cornichons crispy. Il a bien écrit crispy. C'est capoté parce que tu prends l'œuf, tu le coupes en 2, puis tu enlèves le jaune. C'est ça. Tu vas battre le jaune avec la mayonnaise. Tu fais un genre de mini burger avec un œuf. C'est super important. Et c'est ça, exactement. Ça, c'est Frank. C'est capoté. Fait que dans une grande, tu fais cuire tes œufs dans une casserole d'eau bouillante. Puis ensuite, pour bien les terminer, tu retires ça, tu les mets dans un bol d'eau glacée. Super important. Tu façonnes tes petites boulettes, la grosseur d'une balle de ping-pong. Tu cuis ça à feu élevé dans une poêle 1 à 2 minutes ou sur votre barbecue, tout dépendant de ce que vous voulez. Tu écrases des boulettes. Très minces. Très, très minces. Tu ajoutes les tranches de bacon sur les boulettes. Tu couvres ça. Tu laisses le fromage fondre sur les boulettes en dehors du feu. Tu coupes, là, Jerry, tu coupes les œufs en 2 dans le sens de la longueur pour retirer et retire le jaune. Retire le jaune, la ciboulette, le poivre. Ensuite, tu mets ça dans un bol, tu mélanges les jaunes d'œufs, la mayonnaise, la ciboulette. Tu sales ça, tu poivres ça, tu places ça dans une poche à douille là, et tu remplis chaque œuf avec la garniture. Tu ajoutes le bacon, la boulette et les cornichons. Crispy. Mais c'est très keto, pareil, comme recette. Là. Quand même. Non, mais ça, il y a du monde qui évite le pain. Là. Après ça, tu ajoutes la deuxième partie de l'œuf et par-dessus, tu saupoudres ça de graines de sésame. Wow! C'est une méchante affaire. Là. Super bonne idée. Jeff puis Jerry, puis Mr. White, Frank, il s'est surpassé là-dessus. Là. Il surpasse toujours. Bon temps des fêtes, mon ami P.O. Toujours le fun de t'avoir puis jaser de toutes sortes de sujets, puis en plus de nous offrir, premièrement, moi en plus j'ai faim à mourir. Donc ça fait un job à peu près. Donc le temps des fêtes, allez soit à Place Laurier ou encore sur le site même de Fire Barns pour commander vos affaires, vos cadeaux. Regarde, c'est des beaux cadeaux à faire. Donc allez sur le site de Fire Barns. P.O., bon temps des fêtes. Merci. Bon temps des fêtes à vous. Pose-toi un peu, vous travaillez fort, les boys. Je sais que vos périodes de Noël, c'est des périodes importantes pour vous autres, puis vous n'allez pas être en vacances nécessairement. Mais essayez de prendre du bon temps en famille, puis l'important, c'est ça. On oublie fermez le téléphone 4-5 jours. Un petit peu de Beauce, un petit tour en Beauce, certain. C'est sûr. Et fermez le téléphone complètement. Je me donne un 4 jours. Un 4 jours, pas de téléphone? Fermé. Je le laisse. T'es un vrai? Ah, je l'essaye. Tu l'essayes? J'ai comme des doutes de ça, moi. Je suis comme pas sûr que ça va arriver. Je vous le dis, dans le temps des fêtes, je me donne... Ouais, mais les filles vont faire quoi pour te rejoindre? P.O. de Fire Barns. Thank you, man. Merci. Si, on s'en parle au mois de janvier. La recette pirate Fire Barns du mois. Avec P.O. et Frank de Fire Barns. Fresh. New. The Revolution. Radiopirate.com. Faites partie de l'invasion. JeffFillion.com. Le chum Alex, le pirate geek. Beaucoup de sujets, mon chum Alex. Beaucoup de sujets, énormément de sujets. Comment ça va pour ça, de ton bord, à part le geek? Y a-tu des affaires... Une petite grippe passagère, c'est ça. Fait que, tout le monde a la grippe au Québec? Ouais, pas mal, je pense. On m'a dit de quoi? Je vois plein de monde. Je vois qu'on le parle avec les caméras, les mouchoirs, les affaires, tabarnache. Ouais. Donc, ça a été bon de se cacher tout le monde un de l'autre pendant 2 ans et demi de temps. Ouais, c'est sûr. Ça a été bon pour le système immunitaire. Ouais, je me suis pas aidé, mais je me suis foulé la cheville lundi d'avant. Puis j'ai passé une semaine à mettre le pied dans l'eau glacée. Fait que je me suis pas aidé non plus en me gelant les pieds, là, mais bon. Ouais, c'est long, hein. C'est long, c'est l'enfer. Regarde, moi, mon genou, je dirais ça va le genou, là?
Ben, j'ai gagné peut-être. Hier, j'ai eu une dure journée parce que j'ai fait. J'ai remplacé des dimers puis des affaires. Tout le temps poigné. Puis là, je fais de l'électricité hier. J'avais plein d'affaires. Je me suis dit, hier, là, je règle toutes mes histoires. Je veux programmer mes lumières. Je veux mettre des couleurs un peu partout. Là, que j'ai fait plein d'affaires. Mais tu sais, t'es tout le temps dans des positions des fois spéciales. T'es debout, t'es ci, t'es ça. Ouais. Donc là, hier, j'avais l'impression que j'avais stagné un peu. Mais si je suis positif, j'ai l'impression que depuis à peu près 2 semaines, j'ai dû gagner 50%. OK, good. Donc, je m'en vais vers le meilleur, mais Christy que c'est long. Ouais. Calif que c'est long. D'ailleurs, je veux saluer mon chum Carlos, pas Carlos de Punisher, mais Carl, le Kiro Sumo, qui a pris de la pub, parce que beaucoup de pirates sont allés le voir. Donc, si vous voulez avoir un bon Kiro, vous êtes dans la région de Québec. Notre chum Carl vous attend, donc l'annonce passe régulièrement si vous écoutez, entre autres, même sur Radio Pirate Prime, vous l'avez. Alex, on commence avec quoi, là? Les agences. Ça, j'aime ça. Les agences gouvernementales américaines vous espionnent avec les notifications. What the fuck is that? Bon, ça, c'est une affaire assez particulière parce que on pense qu'une notification, c'est ton app qui t'envoie un petit message. La vie est belle, tout est beau, il n'y a rien là-dedans. En réalité, c'est pas tant que ça. Chaque notification vient avec ce qu'on appelle du metadata. Donc, c'est de l'information de plus qui vient avec le message. Donc, toi, tu vois le message arriver avec le petit texte ou une petite photo des fois, peu importe. Mais tu as aussi des apps qui réagissent comme, mettons, McDo. Si tu passes proche d'un McDo ou d'un Starbucks, ils vont t'envoyer une notification disant « Hey, il y a un spécial sur les lattés ou whatever », tu sais, parce que tu passes proche. Mais la notification, quand ils te l'envoient, il y a cette information-là aussi qui est dedans. Donc, tu as la localisation, tu as des genres de ID qui peuvent t'identifier, tu sais. Donc, il y a beaucoup d'informations. OK, donc ils savent, il y a un genre de l'effet boomerang. Donc, ça veut dire que quand ils te l'envoient, même si tu ne cliques pas dessus, juste le fait que tu l'as envoyé, ils sont capables de savoir où sont les utilisateurs un après l'autre. Exactement. Ils peuvent te tracker avec tes notifications. Tout ça, c'est accumulé dans des serveurs de notifications chez Google, chez Apple. Et ce qu'on a appris récemment, c'est que le gouvernement a révélé qu'il y avait accès à ces informations-là. Et comme ils l'ont révélé, Apple a pu confirmer parce qu'il s'était fait dire officiellement de ne pas en parler, parce que c'était pour des raisons de sécurité nationale ou peu importe. Donc là, ce qu'ils ont dit, c'est que oui, il y a plusieurs gouvernements qui nous ont fait des demandes pour ces informations-là. Donc, même si le contenu de la notification, le message lui-même, souvent, il peut même être encrypté. Donc, ils n'ont pas accès à ça, mais c'est tout le metadata qu'il y a autour. Fait que, par exemple, toi, ils veulent te suivre, mais ils n'ont pas besoin de pirater ton téléphone ou de quoi que ce soit. Ils vont juste se plugger sur tes notifications que tu reçois, puis ils vont dire, un moment donné, il va y en avoir une qui va arriver avec l'information. On dit, à chaque dimanche après-midi, il est rendu Dixili. Tu fais, OK. Oui. C'est ça. Donc là, on sait qui va être là. Donc, tu sais, avec cette information, ils peuvent te suivre, ils peuvent te tracker et tout. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir à quel point ce qu'on voit pas est quand même utilisé contre nous. Même si tu te dis, mais j'ai un iPhone, j'ai encrypté, j'utilise juste des applications où les messages sont encryptés. Mais c'est souvent ce qu'il y a autour des messages qui est beaucoup plus intéressant pour ces compagnies-là. Est-ce que Facebook est probablement un des plus gros fournisseurs de data? C'est un très gros broker qui achète et qui vend énormément. C'est ça, c'est une business qu'on n'entend pas beaucoup parler, là, mais il y a des compagnies qui font des milliards par année, qui font juste acheter des blocs de données, rejouer un petit peu avec ça, puis les revendre avec différents critères. Parce que si, mettons, tu n'as rien fait, tu rentres dans un magasin, probablement que le magasin est authentifié sur les affaires. Tu sais, telle personne a rentré à telle place, puis tu vois ça dans ton genre de localisateur de Facebook. Ça peut être Snapchat aussi, mais je prends Facebook comme exemple. Puis là, tu sors de la boutique en question. C'est arrivé à ma blonde il y a 3 semaines, ma blonde capotait bien raide. Et là, elle s'en va sur, je crois, Google. Et là, elle voit une annonce du magasin qu'elle est allée voir. Oui. Et ça, je ne sais pas si c'est un hasard. Là. Mais là, j'ai dit, là, Chris, on commence à... on est vraiment conspire. Oui, c'est ça, c'est bizarre. Il y avait même la même botte qui est apparue. Ça, j'ai dit ça, ce bout-là, là, je suis pas capable de l'expliquer. OK? Le premier, je suis capable parce que je sais que probablement que cette personne-là achète avec... Tu sais, les pages jaunes, là. Oui. Les pages jaunes, il y a des agences de pub qui le font aussi. Ils ont des ententes avec Facebook, ils achètent du data, puis là, ils vont te vendre un plan où quand tu apparais à telle place, ils vont te proposer, comme tu as dit, une promotion. Ou encore, ils vont te traquer au point qu'ils vont toujours te rappeler que quand tu es allé au magasin qu'hier, que la botte que tu as vue est à 10% de rabais aujourd'hui. Ouais. Donc, il y a de quoi là-dedans. Là. Ça n'arrive pas par hasard. Là. Non, c'est ça. Puis l'explication très simple, c'est que c'est pas qu'ils nous écoutent avec les microphones nécessairement. Quoi qu'ils ont déjà fait des choses assez louches, comme dans le temps, Facebook, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils gardaient la caméra allumée, qu'ils prenaient des photos à chaque quelques secondes pour
pouvoir avoir ton GPS dans la Ça, photo. c'est louche. Photo noire, là, il n'y avait aucune donnée dans l'image. Et comme tu fais une photo, tu fais souvent un live photo qui appelle avec les téléphones Apple. Donc, c'est comme une mini vidéo. Fait qu'il captait aussi du son, puis prenait ce son-là pour voir s'il pouvait décoder des mots ou des phrases. Donc, ça a déjà été fait. Aujourd'hui, c'est plus difficile de faire ça. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes des millions de data points. Donc, toi, comme tu dis, ta femme est allée dans un magasin. Donc là, évidemment, il y a un paquet d'applications sur ton téléphone qui ont vu qu'elle s'est rendue là. Donc, il y en a au moins une là-dedans qui a renvoyé l'information à un tracker. Le tracker a accumulé ça. Mais là, l'histoire de la botte, c'est que ta femme, c'est pas la seule qui est allée là. Puis il y en a peut-être d'autres qui ont fait le même pattern et qui ont aimé les bots ou qui ont cherché, googlé « Hey, des bots, tel magasin, tu sais. » Fait que tous ces points-là, tu les mets ensemble puis tu fais une genre de calcul pour une probabilité de « Ah, c'est probablement cette botte-là qu'elle a regardée. » Ben peut-être, des fortes chances. Peut-être même si c'est juste 50% de chance, ben c'est 1 sur 2. Tu fais une pièce, tu tombes dessus, tu fais comme « Oh shit, c'est bien spécial. » Oui, ben, tu aurais pu te présenter aussi un pyjama, mais c'est pas grave. Là, ça a juste bien fité. Puis, à cause des data points, à cause des promotions peut-être, puis tout, ben, ça fait que il y a bien des chances qui tombent direct dessus. Là. Puis oui, ça a l'air magique un peu, là, mais nous ne sommes que des millions de data points. Puis quand tu en prends assez, tu as un portrait très global de la personne. Donc, le fameux Big Brother is watching you, c'est fait, là. Ah, ça fait longtemps. On va arrêter, là. On va arrêter. Niaisage. Sinon, si tu veux pas avoir de Big Brother, là... Ça te prend zéro électronique. Tu peux même pas avoir un router chez vous. Tu peux pas avoir rien. Si tu veux être vraiment isolé. C'est ça. Même le téléphone à flip acheté puis qu'on jette dans la poubelle après, je suis pas sûr. Écoute, moi, si je suis le gouvernement, je m'arrangerais pour savoir quels téléphones sont dans quelle distributrice, puis pouvoir un peu les suivre comme ça avec les IMEI, pour savoir quel téléphone est rendu où, quel fait quel appel. Donc, tu sais pas au moment ce qui est vendu, qui l'a acheté, mais tu sais un peu il a servi à quoi, puis il s'est rendu où, puis tu sais il a été acheté où. Donc, tu as déjà l'information, comme on dit, du metadata, de qu'est-ce qui s'est passé avec l'appareil. Donc, tu peux comme au moins trianguler quelque chose un peu, puis t'aider mais les gens du gouvernement américain vont dire « Ouais, mais nous autres, là, grâce à tout ça, là, on comprend que des fois, on est sur une ligne fine, là, mais vous ne savez pas combien d'attaques ou d'histoires qu'on est capable de contrôler que vous n'avez jamais vues. » Ils vont toujours jouer avec ça. Là. C'est sûr, c'est sûr. ChatGPT et ChatGPT en décembre sont comme beaucoup de monde, sont plus lâches un peu. Ça, c'est drôle parce que c'est une observation que certaines personnes ont faite, puis ils ont voulu le démontrer. Donc, ce que tu fais, c'est quand tu crées ton prompt, quand tu fais ta demande à ChatGPT, tu peux lui donner des paramètres, si on veut, pour dire, ben réponds-moi comme si on était telle date, t'sais, et réponds-moi comme si on était telle date dans le calendrier. Fait qu'avec plusieurs essais comme ça, avec différentes dates, ils ont réalisé, c'est quand tu demandes des choses en décembre, la réponse est moins détaillée, est moins complète, et plus courte, tu sais. Puis là, ils ont dit, ben c'est bizarre, c'est comme s'ils étaient paresseux, tu sais. Donc là, évidemment, on ne sait pas pourquoi. Là, ils ont ouvert ChatGPT a ouvert une espèce de case avec ça, puis ils vont investiguer, là. Mais comme ChatGPT reproduit l'humain, il y a des gens qui spéculent en disant que c'est parce qu'en décembre, les gens sont moins productifs. Donc, tu sais, ChatGPT a juste répliqué la même genre de pattern, ce qui est assez bizarre, là. Le monde est plus lent en décembre, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Tout le monde est plus lent. Le DOJ de Biden a déposé un mandat de perquisition chez Twitter, chez X. Oui, ça, on a appris ça avec toutes les histoires de poursuites de Donald Trump. C'est qu'ils ont OK, ça, c'est-tu dans le temps que Musk était propriétaire ou c'est dans le temps que... ça s'est fait en janvier, donc il était propriétaire. Ouais. OK, parfait. Oui, fait que c'est ça, dans mon mandat de perquisition... Donc, le Department of Justice, pour les gens qui se demandent c'est quoi le DOJ. C'est ça. C'est la branche légale du gouvernement américain. On fait la demande de tout. Mais quand je te dis tout, c'est qu'ils ont voulu savoir c'est qui les gens qui étaient abonnés à Trump, à qui Trump a interagi, s'il a envoyé des DM, même s'il a effacé des tweets, donc les tweets qui ont été effacés, il les voulait, et même les drafts. T'imagines, tu commences un tweet, tu te dis, alors je dirais pas ça, ça va être un peu cave, je l'efface, mais il y a un draft qui est créé. Je te dis, ils ont tout voulu. Chaque interaction, qui a liké chacun des tweets pour avoir toutes les données de ça. Je vais aller vivre dans le bois avec Karine. Là, ça commence à être trop. Là, c'est too much. C'est juste que ils vont jusqu'à ce point-là pour trouver la petite affaire qui va leur permettre de l'inculper d'une petite affaire de plus. T'sais, quand on dit qu'il y en a qui sont rendus vraiment trop loin, puis il faudrait juste qu'ils décrochent, là. Moi, je pense qu'on est rendu là depuis un petit bout avec Trump. Là. C'est comme qu'ils ne voulaient même pas le gars, je comprends. Là. Hey, on les voit, là, on les voit, les performances. C'est le monde. Le monde est là.
Le gars, il va fourrer une volée à tout le monde. Il a sorti des sondages là, sur les swing states. Là. Ouais. C'est des avances insurmontables. Là, OK? Ouais. Même, regarde, j'ai quasiment envie de vous dire que la victoire est quasiment assurée. Arrêtez, là. Puis arrêtez de penser que le gars va changer le système américain. Il ne faut pas comprendre le système américain pour avoir peur de la présidence de Trump. C'est très complexe. Il y a des contrebalances de pouvoir partout. Là. Je veux dire, il n'y a pas de danger là. Qu'on règle ça, mais là, il y en a qui sont en train de virer complètement débiles. Et moi, ce que j'ai peur, c'est que ces gens-là sont tellement en train de virer fous. C'est des conspirationnistes terribles en passant. Là. Ça, c'est les pires conspirationnistes que tu n'as pas. Là. De penser tout ce qu'ils pensent qui pourrait arriver si Trump redevient le président américain. Les autres, si on parle de conspi, là, on va dire de quoi les autres sont pas pires. Mais là, ils vont aller tellement loin qu'ils sont en train de réveiller du monde pas fin. Ouais. C'est ça qui va arriver. Ben, c'est de l'abus de pouvoir. Quand ils parlent de quelque chose, on peut leur laisser, c'est leur crainte, peu importe. T'sais. Mais là, quand il est rendu qu'ils spéculent du genre, il va arriver au pouvoir, puis là, il va éliminer la limite de 2 mandats, puis il va mettre ça à des mandats à perpétuité, ça va être un dictateur pour toujours. Mais qu'est-ce qu'il a dit ou qu'il a fait qui vous fait croire ça? C'est dans votre imaginaire, puis vous partez, puis vous fabulez, puis c'est une pente glissante. Là, c'est comme quelqu'un qui est anxieux par rapport à prendre l'avion, il s'imagine juste que ça va crasher, ben c'est la même chose. Comme, calmez-vous, là. T'sais. Le gars le plus dangereux que j'ai vu, c'est pas mal un gars qui est plus en contact avec la Terre puis qui est président de la plus grande nation au monde. Là. En ce moment, c'est ce qu'on a. Si vous devriez être inquiet de quelque chose, c'est probablement bien plus celui qui est là puis que là, vous donnez des... Écoute, hier, c'était quasiment une relation indécente entre les médias et Hunter Biden qui a essayé de nous faire croire que tout est correct, puis tout est normal, puis mon père n'est pas là-dedans, puis mon père n'est pas là-dedans, puis moi, il y a plein de mensonges à mon sujet. Il n'y a pas de mensonges à ton sujet, t'es un trou de cul. Voyons, un drogué, un gars bandé ses putes, etc. Regarde, c'est pas beau, là. Tout est là. D'aller se défendre, puis de jouer avec ça. Mais les médias embarquent là-dedans, les médias embarquent, puis les politiciens, et aussi les républicains n'ont aucune preuve qu'il y a un lien entre son fils, puis... Regarde, as-tu besoin de plus? Imaginez-vous la même situation entre un fils à Donald Trump et Donald Trump avec le même deal. Donald Trump, s'il est président à ce moment-là, ça fait longtemps qu'il est devant ses pairs puis qu'on veut avoir sa peau pour qu'il démissionne. Voyons donc, c'est sûr. Il n'y a pas besoin de plus que ça. Là. Mais Donald Trump dans la même situation que Biden, autrement dit... sénile? Sénile, là. Non, mais la gauche, les gauchistes, ils diraient ouais, c'est qui gouverne présentement? Ouais. C'est qui tient la main? Quand il fait une signature, là, c'est qui signe pour le bonhomme parce qu'il ne voit pas clair et qu'il est sénile? Alors, on peut se poser la même question. Mais là, ils sont silencieux comme ça se peut pas. Pas un mot. Mais c'est qui gouverne aux États-Unis présentement? C'est pas Biden, là. Christophe. Moi, je pense que c'est Barack Obama. Sérieux, non, je le pense depuis longtemps. Avec Big Mike. Je trouve pas ça drôle, c'est vrai. Non, mais avec Big Mike? Avec Big Mike. Big Mike et comment ça s'appelle? Et Big Bar. Big Bar? Pour Barack. Ben oui, Barack. Oui. C'est ça, Big Mike, Big Bar. Big Bar. Big Mike, Big Bar. Le projet bipartisan pour éliminer le programme de reconnaissance faciale de la TSA, c'est quand on rentre soit par les douanes, en voiture, ou avec l'avion, j'imagine? Oui, dépendamment de plein de critères qu'ils ne nous diront pas, là, mais des fois, ils t'amènent vers un côté où il faut que tu passes devant un système de reconnaissance faciale. Est-ce que les nouvelles caméras à la colle, est-ce que tu penses que c'est ça? Je sais pas, je suis pas passé à la colle depuis un petit bout, là, mais je serais pas surpris que ce soit le même système. Donc, c'est un système de reconnaissance faciale. Donc, ça, c'est enfin une bonne nouvelle. Là, c'est que, parce que moi, je pense qu'ils savent pas mal. Là. Sur le computer, quand on arrive avec la photo, là, ils regardent notre passeport pour être sûr qu'ils l'impriment pour le computer, là, pour le serveur. Mais ils ont pas mal une idée de qui on est. Oui. Quand tu arrives, ils savent t'es qui tout de suite. Là. Je sais que la voiture, puis s'ils voient que ça fit un peu ce que la caméra peut voir, ils ont déjà 90% de l'information, puis ils veulent juste vérifier que c'est effectivement tout est correct. Là, mais si, mettons, genre, exemple, tu serais une personne noire, puis là, t'as ta voiture qui arrive, puis t'es une personne blanche qui conduit, là, il y aurait peut-être une petite alerte qui pop, là, de dire la personne ne fit pas la description physique. Là, mais non, ça, c'est le fun parce que c'est enfin, comme tu dis, le contre-pouvoir. Avec les 11 septembre, il y a eu beaucoup de trucs qui ont été rajoutés de pouvoir par la TSA, d'implémenter un paquet de sécurité
qui sont efficaces ou pas, mais qui permettaient d'avoir un meilleur contrôle de l'information, de capturer l'information de tout le monde aussi, savoir qui est quoi, tes biométriques et tout. Mais là, graduellement, on voit que on retire ces pouvoirs-là. Donc là, il y a un projet bipartisan, donc républicain et démocrate, qui veut retirer justement ce programme-là parce qu'il considère que le risque est plus là et que ça ne donne rien de suivre les Américains à la trace comme ça, avec leurs informations biométriques aussi. Donc, une bonne chose. Ottawa qui va de l'avant avec la DST. Qu'est-ce que c'est la DST? Digital Service Tax. Une autre taxe. C'est ça, j'ai vu ça passer nulle part. C'est quoi? C'est ça. C'est notre ami Trudeau puis Freeland qui ont décidé, un peu comme ils font souvent, c'est qu'ils mettent en place des histoires avec très... mais elle va être appliquée où, cette taxe-là? Sur les services en ligne, les services numériques. Voyons donc, toi. Oui, donc c'est très pas clair. C'est très genre... moi, je pourrais dire, ils l'ont pas trop défini encore, mais ça ils nous chargent 5% de TPS. Pourquoi ils ne vendent pas là-dedans? Ils veulent un 3% de plus sur les géants du web. Donc, Netflix, Spotify. Si, mettons, tu es abonné à Twitter, ton abonnement Twitter annuel ou mensuel, un autre 3%. Donc, c'est vraiment... tout ce qu'on sait, c'est que c'est 3% pour les services des géants du web. Ça, c'est ce qu'on sait. Mais ça rentre en vigueur quand? Il n'y a pas de date. OK, donc finalement, c'est pas les géants du web qui payent, c'est nous autres. C'est nous autres qui payent, c'est ça, ouais. Des salauds. Les deux côtés, il faut qu'ils chargent d'un bord puis de l'autre. Je déteste. Trudeau, ça va-tu finir, Trudeau? Moi, ça va-tu finir, c'était quoi? Avec elle, la shakeuse. Là. Non, ça finira pas. On n'a pas de date d'entrée en vigueur, on ne sait pas ça va arriver quand, on ne sait pas exactement les critères. Ah non, ça va-tu finir, lui? Ça va-tu finir? Y a-tu du Netflix là-dedans? Oui, probablement. On ne le sait pas. Parce qu'évidemment, ils mettent en place un projet de loi qui est très vague, puis ils le font approuver, puis ça passe comme dans du beurre parce qu'ils ont la majorité, mais on ne sait pas trop c'est quoi le détail. Tout ce qu'ils ont dit, c'est environ 7 milliards de dollars sur 5 ans. Mais c'est quoi, tu sais? 7 milliards viennent de nos poches. Hein? Ça, c'est sûr. C'est sûr. Controverse. Qu'est-ce qu'est d'abord name drop? Ouais. Puis c'est quoi la controverse? Ça, c'est drôle, c'est que c'est sorti avec iOS 17. C'est la fonction où tu prends deux iPhones, puis tu les amènes côte à côte, comme ça. Puis il y a un petit pop-up qui dit « Hey, veux-tu échanger ta carte de contact? » Donc, c'est très pratique quand tu rencontres des gens, la fameuse carte d'affaires que tu donnais avant, en version papier. C'est la version name drop, donc tu peux dropper ta fiche, si on veut. Mais il y a une controverse, c'est qu'il y a eu plein de parents qui sont commencés à dire « Hey, désactivez ça dans vos settings, vos enfants vont se faire voler leur identité parce que quelqu'un qui passe avec son téléphone près de sa poche, par exemple, puis ça va scanner son identité, puis il va partir avec. » Non, là, il y a même des postes de police aux États-Unis qui ont commencé à avertir que ça allait arriver, mais c'est pas ça du tout. Parce que la fonctionnalité, pour qu'elle fonctionne, il faut que non seulement les deux téléphones soient déverrouillés, mais il faut qu'il y ait le pop-up qui soit apparu, puis il faut que tu dises « I approve ». Donc, il n'y a pas de controverse là-dedans. C'est juste que les gens ne comprennent pas comment ça fonctionne, puis ils partent sur une chire, puis ça n'a aucun rapport. Mais c'est juste la fameuse carte virtuelle que tu peux changer, mais il faut que les deux téléphones soient d'accord, puis que les deux fassent « I agree » en même temps, avec le téléphone qui est assez proche, là, je parle de plus ou moins 5 cm. Donc, il n'y a pas vraiment de risque que quelqu'un se fasse voler son identité sans qu'il s'en rende compte. Donc, une petite controverse qui n'en est pas une, là. Voilà, c'est fait pour Radio Pirate Live ce vendredi. On vous souhaite un bon week-end à tout le monde. Êtes-vous dans l'ambiance des fêtes déjà? Yes, c'est commencé, parfait. Décrochez un peu, amusez-vous. Voyez des amis, voyez des gens avec qui vous voulez être. Décrochez de tout ce qui se passe dans la société actuellement. Décrochez du téléphone et enjoy the weekend. Un peu de film peut-être, un peu de sport, un peu de foot. Juste un petit message comme ça pour vous dire avant de quitter. Soyez prêts pour... un petit peu de pluie qui arrive du golfe du Mexique pour le Québec, Montréal, Trois-Rivières, Sherbrooke, toutes les régions où il y a beaucoup de monde. On parle de 25, 30, 40, 45 mm d'eau pour dimanche et lundi. Be prepared! Mon nom est Jeff Fillion. Bon week-end et on se reparle lundi sur Radio Pirate Live et sur Radio Pirate Prime.